Bonjour, je suis Clémentine et je vous accueille sur le premier podcast qui vous parle de maternité autrement. Vous entendrez ici des femmes qui vous raconteront leur expérience de mère, sans filtre et sans compromis. Grâce à leurs récits, vous serez, je l'espère, rassurés, émerveillés, réconfortés et déculpabilisés. Bienvenue dans le merveilleux monde d'une maternité décomplexée. Bienvenue chez Bliss. En ce qui concerne une grossesse, dès qu'il y a acronyme, ça peut être mauvais signe. PMA, GEU, SOPK et j'en passe. Le CMV n'échappe pas à la règle car derrière ces 3 petites lettres se cache le redoutable cytomégalovirus qui, s'il est totalement inoffensif hors grossesse, peut être un vrai poison si on se retrouve infecté enceinte, spécialement durant les 3 premiers mois de la grossesse. Cela concerne 300 enfants par an en France, et même si heureusement dans 72% des cas, ces bébés n'ont pas de symptômes associés, dans certains cas extrêmes, le CMV expose le fœtus à des risques graves, allant de la surdité à des atteintes cérébrales sévères, pouvant entraîner la mort. Alors pourquoi est-ce qu'on en parle si peu ? Et pourquoi le dépistage est-il loin d'être systématique ? Lorsque Karen se lance dans une 3e grossesse, le fait qu'elle soit gémellaire devient finalement vite anecdotique. Car après cette double bonne nouvelle, elle découvre non seulement que les 2 petits embryons qui se développent dans son ventre ont un risque de syndrome transfuseur-transfusé, mais Karen apprend aussi qu'elle a été exposée à ce satané CMV au tout début de sa grossesse et que donc potentiellement les bébés l'ont également été. Alors une fois qu'on sait ça, que faire de cette info ? Le seul moyen de s'assurer de l'infection étant l'amyosynthèse et les risques de fausse couche qu'elle comporte, comment être sûr qu'on a envie d'être sûr ? Karen l'hyperactive, ultra documentée et suivie par les pontes en la matière, s'est retrouvée à devoir faire ce choix si difficile et à vivre une grossesse avec une belle épée de Damoclès au-dessus de la tête. Je vous laisse donc découvrir cet épisode tellement instructif et nécessaire, porté par une femme qui, grâce à sa bonne étoile et sa niaque incroyable, a réussi à déplacer des montagnes et qui cherche aujourd'hui plus que jamais à faire de la prévention son nouveau cheval de bataille. Bonjour Karen. Bonjour Clémentine. Merci d'être là aujourd'hui. Merci à toi de me recevoir surtout. Merci d'avoir fait le déplacement car tu ne viens pas de Paris, tu viens de Dijon. Voilà. Donc c'est vraiment cool d'avoir accepté de venir jusqu'à moi. Aujourd'hui, on va aborder un sujet qui me tient vraiment à cœur parce que ça fait très longtemps que mes auditrices me réclament plus d'informations sur ce sujet. Donc et voilà, tu es apparue comme la personne idéale pour en parler. C'est ce fameux virus du CMV, le cytomégalovirus, dont on entend parler comme ça, qui revient de temps en temps, mais qu'on ne sait pas trop ce que c'est et que, voilà, malgré beaucoup de prévention, il est encore trop méconnu des femmes enceintes. Donc, je suis ravie qu'on puisse creuser ce sujet avec toi aujourd'hui. Alors, je vais te demander déjà une petite présentation, s'il te plaît. Est-ce que tu peux me donner ton nom, ton prénom, ton âge, d'où tu viens ? Alors, on le sait déjà, Dijon. Ce que tu fais dans la vie et de qui est composée ta famille ? Alors, donc moi, je m'appelle Karen Patouillet, j'ai 39 ans. J'ai 4 enfants, ça fait bizarre de le dire, j'ai encore du mal à formaliser. Donc Auguste qui a 7 ans, Gabrielle la petite fille qui a 2 ans et demi, et 2 petits jumeaux, Tristan et Aurel, qui viennent d'avoir 6 mois tout juste. C'est ça, c'est pour ça que tu as encore du mal à parler des 4 enfants. C'est pour ça que j'ai encore du mal à le formaliser. Effectivement, ouais. C'est que les 2 derniers sont encore petits. Exactement, c'est encore tout frais et je dirige une agence de communication et de relations presse qui est entre Dijon et Paris. Voilà. D'accord, génial. Et j'imagine que quelqu'un partage ta vie. Oui. Alors effectivement, pardon. Tu as un coéquipier ? J'ai un coéquipier, ouais, j'ai même plus que ça là en ce moment parce que c'est quand même lui qui gère beaucoup plus que moi. Mon mari Étienne, effectivement, le papa de ces 4 petites merveilles. Voilà. Okay. Et notre chien Itar. Ah, ne pas oublier. Non, ne jamais oublier le chien. Très bien. Donc tu as 4 enfants, mais aujourd'hui on va se concentrer sur la 3e grossesse, celle des jumeaux, pour laquelle donc tu as contracté le CMV. Est-ce que tu peux quand même nous faire un rapide résumé des 2 premières grossesses ? Parce que quand même, elles ont été importantes, notamment la 2e, je crois. Mais bon, je vais te laisser nous refaire un peu l'historique. L'historique rapide. Moi, j'étais pas exactement branchée enfant.
D'ailleurs, tous les gens qui me connaissaient n'auraient jamais parié, je pense, sur le fait que j'en ai 4. Non, on s'est mariés en 2009, et puis un beau jour de 2012, je me dis bon, faut quand même essayer, ça va prendre 1 an ou 2. Tout le monde commençait autour de nous à tomber enceinte. Je me suis dit ouais, on va essayer, j'arrête la pilule, on verra bien. Je venais de lancer ma boîte, donc je me suis dit bon, c'est peut-être la bonne année ou pas. En tout cas, on verra. Et puis 15 jours après, j'étais enceinte. Donc ça, c'était Auguste. Donc ça a été un début un peu compliqué. Pourquoi ? Parce que cette rapidité... J'en ai pleuré toutes les larmes de mon corps parce que je me suis dit, j'ai jamais arrivé à gérer la boîte et le petit en même temps. Comment je vais faire ? Comment je vais le garder ? Comment je vais gérer les clients ? Comment ils vont comprendre que je suis enceinte ? Plus personne va me filer des contrats. Enfin bon. Donc j'étais très paniquée au départ. Et puis la grossesse s'est merveilleusement bien passée. J'ai accouché au mois de décembre, donc j'ai eu la 13V confiseur pour faire genre. Et puis finalement, ça s'est bien déroulé et il n'y a pas eu de soucis dans la gestion pro-perso, etc. T'as réussi... Le truc qui me faisait vraiment peur au départ. T'as réussi à tout concilier. Voilà, donc très vite, je me suis dit, on va faire le deuxième derrière, parce qu'en fait, tant qu'à faire, allons-y. D'accord. Je m'étais plutôt vue avec 2 à l'époque, et je me suis dit, on va les faire rapprocher, comme ça, ce sera fait. Et puis moi, j'avais déjà, entre guillemets, 31 ans, et je voulais pas forcément avoir des enfants, d'abord d'âge très différent, et puis très vieilles, en fait. Et en réalité, ça n'a pas du tout marché comme on voulait. C'est-à-dire que moi, j'avais jamais repris la pilule et que je suis jamais retombée enceinte. Alors que pourtant, pour Auguste, c'est arrivé c'est arrivé comme ça. Le truc n'aidant pas, on a eu une petite période de séparation avec mon mari. D'accord. En plus. Et du coup, on s'est finalement remis ensemble fin 2016. Et là, j'ai dit, écoute, tu sais quoi, on va chercher ce qui va pas parce qu'à un moment donné, toujours plus de la même chose ne va pas faire un résultat différent. Donc, il faut qu'on essaie d'autres méthodes. Donc, moi, je vais commencer à faire des examens pour voir. Et puis, il va falloir que tu en fasses aussi, etc. Donc là, on est rentré dans le parcours de PMA. Et j'ai eu beaucoup de chance on a eu beaucoup de chance parce que effectivement, on nous a dit, bah oui, effectivement, madame, il y a un sujet de production de follicules qui marche pas bien en début de cycle, machin, etc. Donc bref, ça marchait moins bien chez moi. Et on m'a dit, bah là, faut y aller si vous voulez un enfant. Disons que ça peut marcher demain, mais ça peut aussi marcher dans 10 ans, ne jamais marcher. Donc, on peut vous dire de continuer comme ça, mais il est possible que vous n'ayez jamais de deuxième enfant. Donc, j'ai dit, on y va. Donc, du coup, effectivement, on a suivi le conseil des médecins qui nous disaient que la FIV n'allait pas marcher pour nous, mais qu'il fallait passer par l'insémination. Donc, on a fait une insémination qui a marché du premier coup. Attends, pourquoi tu dis que la FIV n'allait pas marcher pour nous ? Les médecins nous avaient dit, la FIV, ça sert à rien. Vous, c'est l'insémination ou de toute façon, on ne pourra rien faire d'autre. Donc, si vous épuisez le nombre de chances, parce que tu peux le faire 5 ou 6 fois, je crois, on ne pourra rien faire pour vous parce que la FIV ne fonctionnera pas au vu de ce que j'avais. Donc insémination, donc prélèvement de sperme et stimulation de ton côté. Et puis après, on t'a inséminé en fait, c'est directement. Ça. Et là, ça a fonctionné du premier coup. Génial. Donc, on était super contents. Donc ça, c'était au bout de combien de temps après la naissance d'Auguste ? Alors ça, c'était en 2017, donc 5 ans après. 5 ans après, ouais. Et donc, Gabriel est né le 2 mars 2018. D'accord. Voilà. Donc, un petit garçon, une petite fille. C'est ça. Génial. Le truc top. Ouais. Et puis moi, entre-temps, et avec la séparation qu'on avait eue tous les deux, le fait que j'ai passé beaucoup de temps avec mon fils, mon mari était très branché famille nombreuse. Lui, il est issu d'une famille de 4 enfants, donc on n'est que 2 de mon côté. J'ai un petit frère. Et puis, entre-temps, j'ai eu le déclic de la maternité. Ah ouais. Et je me suis dit non, je veux une tribu en fait. Ah ouais. Ah bah et là, dis donc. Ouais. Pour quelqu'un qui n'en voulait pas. À 35 ans, quoi. Bref. Comme quoi. Hein. Et je me suis dit non, j'aimerais trop qu'on en ait 4. Effectivement, bon, voilà. Ah ouais. T'étais carrément partie pour en faire 2 de plus. J'étais partie pour en faire 4. D'accord. Et puis je me suis dit, tu vois, finalement l'insémination sur nous, ça marche du premier coup, donc je vais gérer mon calendrier, je vais accoucher au mois d'août, le truc, je vais pouvoir reprendre le boulot. Enfin bon, donc je m'étais fait un truc qui évidemment, bref. Parce que en parallèle, tu n'as jamais arrêté de travailler. Non, jamais. T'es la working mom dans toute sa splendeur, j'ai l'impression. Le truc, c'est que quand tu montes une boîte, que t'es tout seul, que t'as pas d'associé et que t'as des salariés en CDI à un moment donné et que c'est que toi qui fais le commercial ou presque,
t'as pas bien le choix, j'allais dire. Ouais, mais tu te sentais prête à affronter les deux Je me suis pas trop posé la question. Là où ça a été compliqué, c'est au moment où, juste à la fin de la grossesse pour Gabriel, j'ai eu un contrôle URSSAF, tu vois, 8 mois et demi, des trucs un peu sympas, quoi. Tu vois, tu as Madame Claude qui débarque dans l'open space pour venir te contrôler tes trucs. Et t'as un ventre au-delà du truc. Et puis, j'avais eu effectivement des salariés qui étaient partis, une qui avait remonté une boîte en face. Enfin, bref. Donc là, tu te dis, est-ce que vraiment je continue ce truc-là? Enfin, il y a des jours où t'as plus envie, parce qu'en fait, tu sais très bien que tu vas pas pouvoir arrêter. J'ai toujours été habituée à bosser tout le temps et à être dispo tout le temps. Ouais, bien sûr. Tu es très aidée. Ton mari est beaucoup là. Alors, mon mari est beaucoup là. Tu as des beaux-parents, des parents très présents. Mes parents sont loin. Ils sont en Haute-Savoie, donc mine de rien, donc ils peuvent pas être là du tout. Mes beaux-parents sont quand même plutôt jeunes. D'accord. Donc on n'est pas. Non, c'est plutôt le plan B en permanence. On jongle pas mal avec les nounous, les histoires de crèche, les copains des copains qui récupèrent, qui sauvent les meubles. Auguste reste beaucoup à la garderie le soir et à l'étude et tout. Ma fille était en crèche, ce qui participera de notre sujet CMV, je pense. Mais j'ai toujours trouvé des moyens, pour essayer de gérer comme on pouvait. Mais comme quoi, c'est possible. C'est pas, rien n'est impossible de toute façon. Bon, donc tu as le déclic, de la tribu, le déclic de la famille nombreuse, et donc après la naissance de Gabriel. T'as envie d'enchaîner Je me dis, il faut enchaîner parce que 2018, j'avais déjà 37 ans. Et je me dis, si déjà à 35, on me disait que c'était pas génial en termes de fertilité, à 37, on va me dire autre chose. Et puis, si j'attends 40, ça va être compliqué, quoi. Ouais. Donc, tu te dis quoi? Tu te dis, on va recommencer une insémination? Donc, je repars, en protocole. Je repars en protocole. Et Gabriel, avec quel âge? Elle est née en mars et on a recommencé en septembre, donc le temps de faire les examens, la première insémination en décembre, je crois, un truc comme ça. Ah oui, donc elle avait pas 1 an. C'est ça. Et puis du coup, ça ne marche pas. La première ne fonctionne pas. Donc je dis, on y retourne, on enchaîne avec une deuxième en février de l'année d'après, qui ne fonctionne pas non plus. J'y retourne une 3e fois et là ça commence à être rocambolesque parce que on me dit venez tout de suite pour l'insémination, c'est aujourd'hui. J'arrive à l'hôpital, on me dit on ne vous insémine plus parce qu'en fait vous avez déjà ovulé, donc c'est pas possible. Donc en fait j'avais raté ma 3e chance. Et puis là on me dit vous comprenez, on arrive à la fin, il y a une date de péremption des examens, etc. Donc il va falloir que vous refassiez tout le protocole d'examen, vous et votre mari. Donc en fait il faut tout recommencer depuis le début. Aïe. Donc bref, donc là on était au mois d'avril 2019 et qui plus est, je me mets à avoir des douleurs intestinales de dingue en termes d'effets secondaires de tous les protocoles de piqûres, etc. Et là je me dis j'ai été quand même super mal, je passe 2 mois à me faire soigner, à faire tous les types de médecine, de l'acupuncture, de la médecine chinoise, enfin je cherche toutes les solutions pour soigner mon intestin. Pour soigner les effets secondaires. Parce que vraiment j'ai cru que j'avais un cancer du côlon, enfin un truc. Il y a un matin j'ai déposé le petit à l'école, je suis partie à l'hosto tellement j'avais mal, quoi. Et ils m'ont dit effectivement dans la notice du truc, vous en avez fait 3 à la suite, peut-être que votre corps les supporte plus, quoi. Donc là, je dis à mon mari, écoute, en fait, j'en ai marre, j'ai pas envie de me mettre ce truc-là pour l'été. On arrête cet été, et puis on reprendra en septembre. De toute façon, il faut qu'on refasse tous les examens, le labo ferme, etc. Enfin, c'était compliqué. Mis à part les douleurs physiques, psychologiquement, tu te disais quoi? Je me disais rien parce que je me disais, t'as quand même la chance d'en avoir 2 qui sont en vie, qui sont devant toi. T'as un garçon, une fille, tu peux quand même pas te plaindre. Même si, et j'ai commencé à penser comme ça, je me suis dit, même si ça en reste là, c'était que ça devait en rester là. J'ai pas d'enfants. J'ai beaucoup de potes qui n'ont pas d'enfants, qui n'arrivent pas à en avoir. J'ai des histoires effectivement aussi de copines qui en ont perdu. Enfin bref, je me suis dit, tu peux pas te plaindre. Donc si tu dois avoir ce 3e, tu l'auras, mais ne va pas forcer la nature jusqu'à te rendre malade toi. Et puis j'en étais arrivée à me dire, tu sais quoi, même si à 42 ans je fais le 4e, c'est pas grave, ça sera drôle. Donc, donc voilà. Donc je pars dans un truc, on va stopper tout ça parce que vraiment j'étais physiquement pas au top. Et on fêtait nos 10 ans de mariage et il fallait qu'on les fête parce que ceux-là, on a quand même failli passer à côté. Donc, je dis à mon mari, écoute, il y a un endroit où j'aimerais vraiment aller, c'est à Megève, parce que j'ai une petite histoire avec ce village. Ma grand-mère que j'adorais, qui m'a élevée, bref, et adorait ce village. Donc, je dis, écoute, on part à Megève, on part en montagne 4 jours, là, au mois de juillet. On part tous les 2 pour fêter nos 10 ans de mariage.
La petite escapade en amoureux. Voilà. On fait garder les deux grands. Puis c'est là que, sans le savoir, en fait, je m'en suis rendu compte hyper tard, c'est là que je suis tombée enceinte des jumeaux, en fait. L'effet Megève, quoi. Ouais, je pense. L'altitude, je précise le bon ce truc-là air. parce que sur la fin de l'histoire, ça a vraiment un sens. D'accord. Et du coup, effectivement, je m'étais même pas posé la question de savoir si je pouvais tomber enceinte naturellement, si tu veux, c'était pas le sujet, ouais. quoi. Moi, j'étais déjà en train de me dire, août, tu rappelles l'hôpital, etc. Ouais. Bon, bref, j'étais repartie dans autre chose. Et puis, la fin du mois de juillet se passe. Le début du mois d'août aussi, on part en vacances, puis au bout d'un moment, je me dis, mais c'est un peu bizarre, quoi, sauf erreur de ma part, j'ai un peu de retard. Ok. Et mi-août, on était en vacances dans le sud, et je me mets à avoir des douleurs lombaires de dingue, et je me dis, mais ces douleurs-là, je les connais un peu. Hein. Mm-hmm. Et c'est plus le dos qui m'a fait mal en premier. Et là, je dis à mon mari, écoute, je crois que je suis enceinte. Et donc, j'ai fini par aller faire un test de grossesse à Juan-les-Pins, dans un labo, le lendemain du 15 août. Donc, combien de temps après l'escapade c'était 1 mois et des brouettes après. Oui, donc c'était ça. Plus d'un mois après. Plus d'un mois après. Et je lui dis, je vais quand même aller, pas faire juste le truc Clear Blue traditionnel, je vais aller au labo du coin, je vais demander un test de grossesse, et j'arrive au labo et je dis à la fille, tant qu'on y est, faites-moi aussi la toxoplasmose. Ah ouais. Je sais pas pourquoi, je sais pas comment, je savais que je l'avais pas eu pour les 2 premières grossesses, etc. Puis je me suis dit, bon, profitons-en, surveillons le truc depuis le début, soyons un peu ceinture et bretelles, faites-moi la toxo. Et là, je reçois les résultats du test de grossesse hyper rapidement. Je vois le taux de bêta, voilà, HCG, dont je ne me rappelle jamais le nom. Et je me dis, le taux, il y a un sujet sur le taux, quoi. Je me dis, le taux, il y a un petit sujet sur le taux. J'étais enceinte de 3 semaines, et je dis là, franchement, je suis pas experte, mais bon. Et là, j'envoie la capture d'écran à mon gynéco, et il me dit, écoute, ça tombe bien, je rentre ce week-end, je suis là la semaine prochaine. Donc, si tu rentres, viens la semaine prochaine. Et tu lui envoies la capture d'écran des résultats ? Et je lui dis, t'en penses quoi ? Il me dit, écoute, non, t'as un super bon taux, c'est que c'est bien accroché, et écoute, on verra ce qu'il... Il me dit, mais c'est un mec très prudent. Donc, il me dit, moi, je préfère voir, on verra ce que j'ai à l'écran. Ok. Donc, et alors attends, avec Étienne, c'est quand même la donc nouvelle. Nous, on est trop contents. Oui. Parce qu'on se dit, il y aura une insémination en moins, tu vois. C'est ça. Basiquement. Et puis, on se dit, le 3e, c'est fait, quoi. Ouais. Et là, vous deviez être trop contents. On n'a plus à se prendre la tête et on est vraiment trop contents. Donc, et vous discutez de ce taux élevé ? Alors non, moi je dis rien, parce qu'alors mon mari est pas du tout dans les trucs médicaux. Il est pas du très branché accouchement. Ouais. Ça, je l'ai compris le jour de l'accouchement du grand, où il a failli ne pas se présenter, si tu veux. Donc après, je l'ai un peu muselé pour l'accouchement de la petite, et il a fait plus de malaise que moi. Donc là, j'ai dit ok, c'est pas ta cam. Donc j'ai compris. Même les échographies, c'est pas son truc. Enfin, bon, voilà, il vient pour voir, et il vient une fois pour checker, mais c'est pas son truc. Donc t'as pas communiqué. Donc je lui ai pas dit mes histoires de taux, de machin. Je lui ai dit écoute, non, pour moi, j'ai dit écoute, le taux est bon, c'est accroché, laisse tomber. Je dis mais je veux voir, donc on rentre. Donc on est rentré. Et je dis à Étienne, tu gardes les 2 autres, j'y vais toute seule, quoi. Pour voir rien à l'écran, ça sert à rien. Et donc, voilà, on s'installe devant l'écran, et il était à côté de moi, et moi, j'étais devant l'écran, et on se connaît très, très bien, quand même, voilà. Et là, je le sens qu'il fait un petit mouvement arrière, et en même temps, je vois l'écran, et là, je le regarde, je lui dis, putain, il y en a 2. Et lui, il parlait plus, en fait. Il me dit, ouais, il y en a 2. Je dis, mais qu'est-ce que tu vois ? Ils sont morts, Parce que tout de suite, je lui dis, il y a un problème, dis-moi ce qu'il y a. Je dis, parce qu'on j'en suis, tu sais, voilà, quoi. Il me dit, non, ils sont vivants. Je dis, d'accord. Donc, je dis, pourquoi tu fais une tête pareille s'ils sont vivants ? Il me dit, non, mais tu sais, faut être prudent, les gemellaires, hein, faut être prudent. Donc, je sens le type sur la retenue, mais comme jamais, en fait. Ah ouais ? Je lui dis, mais dis-moi, si tu vois un truc qui est pas normal, vaut mieux que tu me le dises tout de suite plutôt que je tombe de mon armoire dans 3 semaines, tu vois. Ouais. Et il me dit, non, ils sont dans la même poche. Je dis, et donc ? Il me dit, ça sera la même chose. Ça sera soit 2 garçons, soit 2 filles. Et il me dit, mais c'est une vraie gemellaire. Bon. Une vraie gemellaire. Je dis d'accord, ok, écoute. Qu'est-ce qui se passe dans ta tête à ce moment-là ? Je suis morte de rire. Parce que je me dis, en fait, on a réussi un coup double et on n'a même pas besoin d'aller au 4e. Oui. On gagne du temps, ça va être très marrant en termes humains, en termes d'aventure. Les 2 grands vont être dingues parce que je savais que mon fils ne voulait que des sœurs. Donc voilà. C'est loupé. Mais je savais qu'il était très, très protecteur avec les bébés, qu'il était très en demande. Et je me dis, c'est top, quoi, en termes d'aventure humaine, c'est génial.
Bah oui, et puis sur le chemin du retour, on avait parlé avec mon mari, il m'avait dit ouais mais si on attend le 3e, faut quand même qu'on change la bagnole, tu comprends, ça fait 10 ans qu'on a la même voiture et tout. Donc là j'arrive à la maison avec la photo de l'écho, je lui pose sur le bar et je lui dis tu voulais changer de voiture. Et là il voit le truc, il me dit ah ouais. Puis on pouvait rien dire parce qu'il y avait mon fils à côté qui comprenait à peu près tout. Puis mon fils qui dit c'est la photo de la nouvelle voiture. Je dis non, pas exactement. Pas tout à fait. Pas tout à fait encore. Donc bon. Mais bon, moi j'étais restée sur le truc. J'ai dit à mon mari écoute, la semaine pro, tu viens avec moi parce que j'ai trouvé que Marc, mon gynéco, faisait quand même une tête de 3 pieds de long. Et du coup je le revois, je sais plus, peut-être pas la semaine d'après, mais 10 jours après. Toujours cette tête de 3 pieds de long. Ah bon ? Mon mari vient voir avec moi. Il trouve aussi que le gynéco a une tête de 3 pieds de long et rien, il nous dit bah non, c'est toujours là, ça grossit normalement, voilà, il y a toujours une poche, bon, il y a toujours c'est toujours pareil. Mais toujours pas de réjouissance de sa part. De son côté, non. Il me dit, écoute, reviens dans 10 jours. Bon, j'étais hyper suivie en même temps, hein, tu vois. Oui, c'est sûr. Super, impec, hein, tu vois. Mais bon. Mais moi, en sortant, lui me répétait, attends, les 3 mois, je lui dis, je te jure, Marc, c'est accroché, ça a marché. Je lui dis, je te jure, ça va aller jusqu'au bout, cette histoire. Il me dit, ouais, mais on attend. Bon, il était très, très prudent, alors qu'habituellement, il n'est pas du tout comme ça. Et le mois de septembre se passe comme ça, où tous les 10 jours, je le revois, il me dit non, mais c'est bien, mais machin, mais tout. Bon, ok. Donc là, je commence à googliser un peu sur la gemellaire, je me renseigne sur des trucs, enfin bref. Et qu'est-ce que tu trouves alors dans tes recherches ? Je trouve des trucs effectivement sur la différence entre les vraies gemellaires et les fausses, enfin les fameuses histoires de 2 sacs ou d'un seul sac, un seul placenta, 2 placentas, etc. Ouais. Tu trouves des choses inquiétantes ? Je trouve des choses relativement inquiétantes sur effectivement les vraies gemellaires qui passent moins bien les 3 mois, enfin qui vont moins au bout. D'accord. En termes de stats, Ok. Mais je le trouve en fait tellement inquiet que je me dis, est-ce que c'est ça l'histoire, tu vois ? Il avait la trouille. Et du coup, dans mes recherches, je vois des histoires de vrais gemellaires, mais avec vaguement 2 poches, enfin le jumeau a chacun sa poche, etc. Et d'ailleurs, je tombe sur une nana à qui je dis, tiens, je suis enceinte de jumeaux, etc. Et qui me dit, bah moi, il y a une petite membrane qui s'était mise entre les 2 miens pour les protéger, c'était vachement mieux. Bon, ok. Et là, dernier écho du mois de septembre, écho en fait de déclaration de grossesse. Ouais, l'officielle. L'officielle. Ouais. Donc celle où théoriquement il devait plus pouvoir me dire que ça ne s'accrocherait pas. Je vois à l'écran la fameuse membrane entre les 2 jumeaux. Donc là, je saute de joie. Je dis ouais, c'est génial. J'ai rencontré une fille qui m'a dit que cette fameuse membrane c'était top et que ça les protégeait. Et là, je vois mon gynéco faire une tête encore plus sombre. Il me dit, ah bah non, c'est ce qu'on appelle une monobie, c'est-à-dire une grossesse monocoriale biamniotique, donc un seul placenta, mais une fameuse membrane entre les 2 qui fait que chacun a quand même son liquide amniotique. Et il me dit, celles-là, ma grande, elles sont rock'n'roll, ces grossesses-là. Donc, elles sont plus risquées que la moyenne, parce qu'il y a un truc qui s'appelle le syndrome transfuseur-transfusé, qui fait que les enfants peuvent effectivement, bon, pour faire court, se manger entre eux, quoi, tu vois. Enfin, en tout cas, il y en a un qui part avec les flux sanguins, avec le liquide amniotique de l'autre. Ça peut moins bien tourner. Puis je le vois vraiment inquiet. Il me dit bon, on va commencer un co-suivi avec le CHU parce que nous, à la clinique, à l'hôpital privé où j'avais accouché les 2 premiers, on n'a pas de diagnostic anténatal, on n'a pas de service de réa pour l'accouchement. Il me dit moi, si tout se passe bien, qui se présente, machin, même en siège, je te les sors à terme. Mais il me dit sinon, je vais pas pouvoir t'accoucher. Donc je lui dis écoute, de toute façon, si tu le sens pas, vaut mieux que tu me le dises tout de suite. Je dis mais on continue le suivi. Et puis effectivement, donc là, je rentre dans un double suivi où en fait tous les 15 jours, j'avais quasiment une écho toutes les semaines parce que lui me voyait tous les 15 jours et je voyais le CHU tous les 15 jours aussi. Ah oui, donc tu avais ton petit rendez-vous. J'avais mon truc déjà hebdomadaire. Mon planning déjà pas mal occupé. Et donc, il me fait quand même la déclaration de grossesse et tout. Et il me dit sur les monocoriales biamniotiques, ce truc-là, si ça tourne mal, s'opère intra-utéro. Donc là, je commence à me dire, ouais, c'est quand même pas simple, son histoire, là. Il me dit, en général, quand ça tourne mal, c'est avant la 25e semaine. Donc là, je calcule, je me dis, ok, il faut passer Noël, quoi, en substance. D'accord. Puis je sors de là, je me dis, bon, je vais peut-être quand même aller consulter un spécialiste. Ouais. Parce que lui m'avait donné des noms de spécialistes à Necker. Et tout d'un coup, je me souviens que j'ai un de mes meilleurs potes d'enfance, dont le frère est vaguement gynéco à Lyon. J'appelle mon pote, je lui dis, ton frère, il connaît pas un mec, il connaît un mec qui est bon dans les gemellaires. Il me dit, c'est mon frère, le mec, qui est bon dans les gemellaires. Donc il me dit, voilà son 06, tu vas l'appeler tout de suite. Et puis donc là, j'appelle le fameux professeur, qui est donc chef du truc, bref, qui me prend au téléphone tout de suite, qui m'explique effectivement les enjeux de la grossesse monocoriale biamniotique, des 2 sacs, effectivement, des risques qu'il y a sur le syndrome transfuseur-transfusé, de la surveillance qu'il faut
sur ce truc-là, et puis du fait qu'effectivement, si ça tourne mal, ça peut tourner vraiment pas très bien. Hein. En sachant que le STT, donc le syndrome transfuseur-transfusé, il est pas systématique. Non. Et que même s'il se met en place, il peut aller à terme quand même. La grossesse peut aller à terme quand même. C'est risqué. Quand il y a des échanges de flux, ils peuvent effectivement les opérer intra-utéro, mais bien souvent, ils vont jusqu'à faire mourir le jumeau responsable, celui qui part avec tout, ou le receveur, voilà, et qui a effectivement le plus de risques de mourir, parce que c'est lui qui fait tourner son cœur plus vite pour pouvoir absorber et les flux sanguins et le liquide amniotique en plus, qu'il pique à l'autre, et l'autre est en général plus petit, mais à moins de risques, et effectivement plus viable. Donc en général, on arrête... D'accord. Bref, tu vois ce que je veux dire. On coupe le cordon en fait de celui de celui pour sauver l'autre. Pour sauver l'autre. Donc je lis tous ces trucs et je ferme et je dis non, ça m'arrivera pas en fait. Ça c'est pas un sujet, ce truc-là ne m'arrivera pas, ne passera pas par moi en fait. Ça ne m'arrivera pas. Je vais quand même à Lyon consulter le fameux spécialiste. Je dis à mon mari, écoute, tu viens avec moi parce que vu la tête, voilà, on va y aller, on va aller le voir. Il me fait une écho début octobre et il me dit tout est nickel, tout est normal, j'ai pas de signe précurseur du STT, j'ai rien du tout. Il me dit, pour moi, la gémellaire, elle démarre hyper bien. Bon. Le mec est quand même spécialiste des gémellaires à l'hôpital. Bon, voilà. Ça te rassure. Je me dis, ok, j'ai raison. Ouais, c'est ça te conforte. Ça me conforte dans mon truc. Je me dis, c'est à la limite, c'est rassurant aussi que mon gynéco s'inquiète et me fasse sursuivre, etc. Oui. Mais je me dis, voilà, j'ai raison, mon truc ira au bout. Donc, sur ce, mon mois d'octobre se passe nickel, zéro problème. Donc c'est presque ton 3e mois. C'est mon 3e. Ouais, c'est ça. C'est factuellement mon 3e mois. Ouais, c'est ça. Et puis fin octobre, je sais pas. J'ai eu une semaine où j'étais pas bien. Je peux pas te dire pourquoi, mais pas bien plutôt presque psychologiquement, tu vois. Ah ouais. Le besoin de mettre de l'ordre dans tous les trucs, de repasser la compta 400 fois au bureau. Il y a un truc qui allait pas. Et puis j'appelle mon gynéco, je lui dis écoute, tu sais quoi, bêtement, j'ai pas fait la toxo depuis le 10 septembre, là, je vais la refaire là. Tu me mets le CMV sur le truc parce que j'en ai vaguement entendu parler. Tu m'en avais parlé sur la première grossesse, mais en me disant qu'Auguste était très grand, était beaucoup plus grand. Donc ça risquait rien pour la petite. Je dis mais là on va faire ceinture et bretelles, puis tant qu'à faire je vais me faire vacciner contre la grippe aussi. Donc tu vois le truc. Mais lui te l'aurait pas fait spontanément. Lui il me l'aurait pas fait spontanément, mais m'en avait quand même parlé. D'accord. Et là je me souviens parfaitement. Le week-end du 11 novembre, la veille du week-end du 11 novembre, le vendredi soir je reçois les tests, les résultats, et là je vois le CMV qui merde. Donc là je l'appelle à 22h30. Et là, il me dit, mais non, mais c'est avant. Je dis, écoute, Marc, regarde le truc, je l'ai pas eu avant. J'ai dit, on n'en sait rien si je l'ai pas eu avant. J'ai dit, et en plus, le labo avait fait les choses bien, parce que quand tu fais un test de CMV, tu as les IgG et les IgM, donc tu vois tes taux, mais théoriquement, tu es obligé de demander en complément ce qu'ils appellent un test d'avidité, qui te permet de dater à peu près le moment où tu as contracté le virus. C'est ça, parce que tu peux très bien l'avoir eu, effectivement, l'avoir déjà eu, mais pas l'avoir eu enceinte. C'est ça. Et là, le labo avait gardé le résultat un peu plus longtemps et avait fait de son propre chef le test d'avidité sans ordonnance. D'accord. Et le test d'avidité, il était que ça pouvait être une infection datant de moins de 3 mois. Lui me dit, mais non, je te jure, je pense que c'est avant, etc. Je lui dis, mais t'en sais rien, puis moi non plus. Et puis, il me dit, écoute, viens lundi, mardi en l'occurrence, c'était le week-end du 11 novembre. Et là, je me vois avec un week-end de pont devant moi, triste à mourir, avec de la pluie partout. Et je me dis, mais c'est l'enfer. Donc, je passe la nuit du vendredi au samedi à lire sur Internet. Bon, ce qu'il faut théoriquement pas faire, mais... Mais déjà, tu étais sensibilisée au J'étais CMV, parce que tu as demandé la prise de sang spécifique. Oui, comment tu en avais entendu parler ? Alors, je te dis, c'est mon gynéco qui m'avait dit, quand j'étais enceinte de Gabriel, ah oui, si ton fils a le nez qui coule, tu fais gaffe, tu changes pas trop les couches, d'autres enfants, éventuellement, si t'as des potes qui passent, etc. Mais tu vois, j'en étais restée là-dessus, puis bon... Mais en fait, je sais même pas d'où est sortie cette idée de me faire auto-dépister. Je ne sais même pas. Mais toi, justement, en étant infectée par le CMV, toi, physiquement, qu'est-ce que ça provoque ? Toi, est-ce que tu as des symptômes ? Je n'ai jamais eu de symptômes. D'accord, aucun symptôme. Jamais. J'ai lu des témoignages de femmes qui disent qu'effectivement, elles ont eu les symptômes de la grippe un peu.
Ouais, c'est ça. Donc tu te plonges sur Google pour avoir des Google infos. Pour trouver, je trouve des vieux forums qui datent de 2011. C'est ça. Je regarde sur tous les médias du monde. Là, je trouve l'interview d'Yves Ville, qui est donc le professeur en charge de ces trucs-là à Necker. Je trouve un témoignage de papa dans le Figaro, dont le bébé est mort, est décédé du CMV. Je trouve d'autres papiers dans le monde sur l'avis du Haut Conseil de la santé publique sur ce truc qui ne doit pas être dépisté, enfin qu'on ne recommande pas à être dépisté en France. Je tombe sur un agglomérat d'infos qui me fait dire que je suis potentiellement dans la configuration la plus grave et qu'il ne faut pas que je reste là à attendre que rien ne se passe. Et qu'il faut que j'arrive par tous les moyens à savoir si je l'ai eu avant ou après avoir été enceinte. Ouais. Donc le week-end se passe. Ah non, le week-end ne se passe pas. Ah non. À la fin de la nuit du vendredi, j'écris à Yves Ville. Je googlise la moitié du site de Necker. Je trouve son adresse, je trouve l'adresse de son assistante, je lui envoie un mail désespéré en lui expliquant tout mon truc, en lui disant qu'il faut absolument qu'il me reçoive, qu'il faut absolument qu'il me suive. Donc lui, il est médecin à Necker, professeur spécialisé. Il est professeur spécialisé du CMV à Necker. Il y en a peu en France, il y en a très peu. Et il en fait un cheval de bataille depuis des années. Donc là, je découvre en plus qu'il y a toute une équipe à Necker derrière avec un pédiatre qui est le professeur Mani. Je donne les noms parce que moi, j'ai cherché beaucoup, mais ça peut vraiment aider. Ouais. Je fais exprès de les donner. T'as raison. C'est pas de la pub, mais en tout cas, ça fait des raccourcis. Ça fait des raccourcis. Donc, il y a le professeur Mani, qui est chef de la pédiatrie, qui lui est spécialisé sur le suivi des enfants CMV. Et là, je me dis, OK, c'est là-bas et nulle part ailleurs, en fait. Et là, j'écris à Yves Ville à 4h du mat, c'était ça. Et à 9h30, il me répond, quoi. Ah ouais. Le mec me répond, me dit, en plus, je suis en congrès, je crois, à Rio de Janeiro, un truc comme ça. Le mec me répond. Incroyable. Et me dit deux choses. Je vous reçois la semaine prochaine. OK. Et il me dit, pour arriver à dater l'infection, ce qu'il faudrait quand même arriver à faire, il faudrait pouvoir faire reprendre des sérologies précédentes. Donc là, si tu veux, mon esprit ne fait qu'un tour, je cours au labo. Et je dis au chef de la biologie, donc un samedi matin à 11h avant que le truc ferme, je dis au chef de la biologie du labo, vous avez quoi en historique chez moi qui ressemble à une sérologie ? Le HIV sur un prêt immobilier, n'importe quoi, je m'en fous. La toxo du mois de septembre, reprenez-moi tout là. Et le mec Parce que c'est un labo où tu as l'habitude d'aller. Tout le temps. D'accord, ouais. Et donc le mec me dit, mais je suis désolée, mais là en fait, j'ai que la toxo du mois de septembre. Je dis, bon, faites la toxo du mois de septembre, ce sera toujours ça de prix, ou du début octobre, quoi. On verra. Et je dis, mais il faudrait que je remonte avant. Et là, je lui dis, mais attendez, j'ai fait une toxo cet été, en demandant en faisant un test de grossesse. Et il me dit, c'était où ? Je lui sors le nom du laboratoire à Juan-les-Pins, et il me dit, c'est un laboratoire de notre groupe, j'appelle le mec à la presqu'île de J1. Ah Le truc la chance. Non, mais les gens ont été... moi, j'ai eu vraiment la chance de tomber que sur des gens formidables, tout le long. Et donc, il a au téléphone le mec de la presqu'île de J1, qui lui dit, mardi, elle a les résultats du 16 août. Et le mardi suivant, je reçois les résultats du 16 août. Et là, je me rends compte que je l'avais déjà le 16 août. Donc, si tu veux, entre le 16 août et en gros la date estimée de grossesse qui était aux alentours du 18-21 juillet, il n'y avait pas un temps délirant. Ouais. Et là, je me dis, bon, OK, faut que je trouve une sérologie antérieure. Et là, je me dis, OK, j'ai fait 3 PMA quand même depuis le mois de décembre. Il doit y avoir une sérologie dans le lot. Puis ils doivent les tester au CMV. Et là, je me rends compte, en fait, qu'on ne teste pas les femmes qu'on insémine. D'accord. Donc là, si tu veux, le truc commence à se transformer en une espèce de colère. Pardon, je te coupe, mais parce qu'il y a un truc que j'ai pas compris. Les examens que tu demandes, là, les sérologies, c'est des examens que tu as déjà faits, mais où tu n'avais pas demandé le CMV. Oui, alors voilà, il faut peut-être que j'explique ça. C'est ça que je comprends pas, parce que comment tout d'un coup, ils te disent « Ah bah oui, effectivement, le 6 août, vous l'aviez déjà ». Alors, en fait, quand tu fais une sérologie, c'est un type de prélèvement sanguin qui est congelé 1 an. OK. Dans tous les labos de France et de Navarre. Ouais. Donc, on garde en gros 1 an tes résultats. On garde ton sang. Ton sang. Oui, c'est ça. Yves Ville m'explique par mail qu'en fait, on peut décongeler le truc. D'accord. Je comprends très rapidement que c'est ça l'histoire. Et en gros, je me mets en tête d'appeler tous les labos du monde pour refaire décongeler mon sang, tu vois. D'accord. Et pour donc, à partir de tes prélèvements, sang, sur le HIV, sur la toxo tester le CMV. Tester le CMV.
Oui, mais du coup, c'est un nouvel examen. C'est un nouvel examen. D'accord. C'est une nouvelle sérologie je comprends. sur du sang qui a déjà été prélevé sur un mode sérologie. J'ai compris. C'est très intéressant de savoir que tu peux du coup refaire a posteriori sur du sang du mois d'août quand tu es au mois de novembre, de refaire un test CMV. C'est essentiel. C'est essentiel. Et moi, il faut savoir, alors j'ai eu beaucoup de mamans depuis qui m'ont posé des questions, etc. Moi, je l'ai fait sans ordonnance. Je l'ai demandé au labo sans ordonnance. Ah ouais, et ils le font. Alors je l'ai payé, ça coûte 25 €. Ils peuvent le faire. Donc, comme quoi le dépistage du CMV ex-pharma en France aujourd'hui coûte 25 € pour info. Et ils peuvent le faire. Et moi, ils me l'ont fait très très vite. En fait, de toute façon, je pense que s'ils me l'avaient pas fait, je sais même pas. Enfin non, c'était pas une option en fait. Je pense que je suis arrivée tellement déterminée que c'était pas une option. C'est clair. Et je me rends compte que de mes 3 PMA, décembre, février, avril, je ne peux rien tester. D'accord, parce que pour le coup, le mode de prélèvement, le sang n'existait plus. Le sang soit il le gardait effectivement pas, soit le type de prélèvement n'était pas initialement une sérologie, donc ne pouvait pas être repris. D'accord. Donc tu n'avais aucun résultat sérologique antérieur au 16 août. Alors je cherche, et tout d'un coup je me souviens que j'ai fait une prise de sang dans un autre labo pour un truc que mon assurance m'imposait. Et donc c'était un labo imposé par l'assurance, etc. Donc j'appelle le labo en désespoir de cause et je dis: madame, vous m'avez fait une prise de sang, dedans il y a une sérologie HIV, est-ce que vous pouvez décongeler le HIV pour refaire un CMV? Et la fille me dit: oui, pas de problème, dans la journée, je vous envoie ça ce soir. Génial. Donc, et là, ça datait de quand? Et là, c'était du 10 mai. D'accord. Donc là, j'apprends que le 10 mai, j'avais pas le CMV et que je l'avais jamais eu. Voilà. Donc là, le sujet était clos. C'est-à-dire que je l'avais attrapé factuellement entre le 10 mai et le 16 août. Ok. Mais je l'avais potentiellement vraiment attrapé en ce qu'ils appellent en périconceptionnel ou en trimestre 1, quoi. D'accord. Donc, et alors, qu'est-ce que ça veut dire, ça ? Ça veut dire que, avec toutes les précautions d'usage, encore une fois, parce que je ne suis pas médecin et que je parle qu'à partir de ce que j'ai lu, mais quand tu l'attrapes au premier trimestre de la grossesse, c'est les cas les plus graves d'infection quand il traverse le placenta et qu'il infecte l'enfant. Donc ça peut aller de la surdité jusqu'au polyhandicap. Ok. Jusqu'au décès intra-utéro, jusqu'au... Bref. Mais il n'est pas obligatoire que ça traverse le placenta. Bien sûr. Mais ça, pour le savoir, il faut faire une amniosynthèse. Parce que donc je finis par être reçue à Necker. Donc j'ai rendez-vous avec le professeur Ville comme il me l'avait proposé. Ouais, donc la semaine d'après. La semaine d'après. Là, il me fait une échographie, il me dit et il commence pas par le CMV. On va vérifier le caractère monocorial biamniotique de votre grossesse. Je dis: mais qu'est-ce qu'ils ont tous avec l'histoire de la gémellaire là? Et là, il m'explique qu'il est aussi spécialiste des gémellaires et qui plus est des monocoriales biamniotiques et que c'est lui qui opère les syndromes transfuseurs-transfusés quand il y en a. Tu étais vraiment je me dis, entre deux bonnes mains. Je me dis, si ça ne veut pas dire que je suis au bon endroit, je ne sais pas ce que ça veut dire. Tu m'étonnes. Et là, il me dit: j'ai pas de signe de STT. J'étais à deux doigts de lui dire: ça, comment te dire que je le savais? Et il me dit: sur le CMV, je vois rien non plus, mais c'était sa phrase: j'ai la pertinence modeste. Je lui dis: mais attendez, vous en avez toute la semaine, si vous voyez rien à l'écho, personne ne voit rien. Je dis: mais par contre, j'ai lu que vous donniez un traitement, donc moi je veux le traitement. Il me dit: non, ça se passe pas comme ça, il y a un protocole à Necker. Il me dit: d'abord, vous êtes déjà assez avancé dans la grossesse, parce que j'avais passé le premier trimestre, en fait. On était à la 17e semaine, je crois. Il me dit: là, il faut faire une amniosynthèse, ça serait bien avant la 22e, parce que les jumeaux, j'aime pas trop aller les titiller après la 22e. Et il me dit: dans votre cas, il y a 2 poches, comme vous le savez, il y a une membrane entre les deux. Donc, il faut faire une double amniosynthèse. Il faut piquer une fois de chaque côté. D'accord. Et là, je le regarde, je lui dis: et les risques de l'amniosynthèse? Il me dit: en gros, c'est 1 sur 1000, quoi. Je dis: mais c'est-à-dire qu'1 sur 1000, comment vous dire? C'est beaucoup plus que la chance que j'avais de tomber enceinte naturellement et de choper le CMV en tombant enceinte de jumeaux, qui plus est. Je dis: donc là, je sais pas, en fait, si on le fait. Ah ouais. Et il me dit: le fait est que moi, le protocole est très strict. Si vous n'êtes pas infecté, je vais pas vous filer un traitement de cheval. Parce que donc, c'est un virus de la famille des herpès, le CMV. Il y a un traitement que Necker donne et suit de manière très particulière pour les femmes infectées au début de la grossesse, qui peut d'ailleurs être donné tout au début, je le dis aussi pour celles qui cherchent des infos, mais pour celles qui découvrent très tôt qu'elles ont été infectées par le CMV, avant qu'ils arrivent à la date possible de l'amniosynthèse, ils donnent ce traitement préventif sans savoir si tout de suite s'il y a infection. Et après, je crois qu'il y a une biopsie d'ailleurs au milieu, mais moi j'avais déjà passé beaucoup d'étapes, enfin j'étais déjà trop loin en fait. Donc moi c'est amniosynthèse tout de suite.
Et là, je lui dis, bon, ok, on prend rendez-vous pour la semaine prochaine, mais je prends rendez-vous, mais je sais même pas s'il faut que mais qu'est-ce que je vais faire? C'est même pas de lui dont je doute. Je dis, moi, je ne sais pas comment mon corps va réagir à l'amniosynthèse, je ne sais pas comment les bébés vont réagir, même si le mec est bon, il est possible que ça arrive, quoi, une fausse couche. Bien sûr. Question technique, l'amniosynthèse donc va te donner des résultats au moment T, à l'instant T. Est-ce que même si à l'instant T, il n'y a pas infection, est-ce qu'il est possible que le CMV le traverse après? Alors, ça, c'est un sujet sur lequel j'ai encore une fois, moi aussi, la pertinence modeste. Mais du coup, je sors de là, j'appelle une copine qui me dit, écoute, j'ai une copine qui a un petit garçon qui est infecté. Il est né infecté, il est suivi, etc. Elle me dit, je te donne son 0,6. Elle me dit, par contre, t'es un peu brut de décoffrage, t'y vas doucement parce que la fille... Je dis, bon, ok, j'ai compris. Et en fait, la fille était top, elle m'a sauvée. Elle m'a sauvée. Elle me dit, écoute, il y a un groupe Facebook, il y a une assoce que j'avais pas trouvée. Va sur le truc, tu vas trouver plein de choses. Elle m'explique tout le protocole. Elle a pris le traitement. Son fils est infecté. Il souffre effectivement d'une surdité qui, du coup... est atténuée par le traitement et il est suivi. Et grâce au traitement, elle a réussi à atténuer les effets. Elle me donne le nom d'un autre médecin qui exerce à l'hôpital américain de Neuilly. Elle me dit, écoute, moi j'ai vu les deux, tu verras, c'est pas le même genre, va le voir quand même. Elle me dit, enfin, je sais pas comment tu raisonnes. Et moi, j'ai lu tout. J'ai dit, oui, non, on raisonne pareil. Moi aussi, j'ai lu tout ce que j'ai trouvé. Je veux voir tout le monde. Je traverse la France, l'océan Atlantique s'il faut. Donc, je vais voir ce deuxième médecin. Et elle, pardon, cette fille à qui tu parles, elle avait fait l'amniosynthèse? Elle avait tout fait, elle avait fait la totale. Elle. Donc, elle savait qu'elle était infectée. Elle savait qu'elle était infectée. Elle, pour le coup, le liquide amniotique est revenu infecté. Elle savait que le bébé était infecté. Et si tu veux, si le liquide est infecté, tu n'as pas de doute sur le fait que le bébé est infecté. Oui, c'est ça. En revanche, je me connecte sur ce fameux groupe Facebook. Je googlise amniosynthèse parce que tu as un système de recherche par mots-clés. Je mets un message d'abord pour voir un peu ce que les gens me répondent. Alors pourtant, moi, c'est un peu mon job, mais j'étais très réticente à l'idée du groupe Facebook où tu peux trouver un peu tout et rien. Et en fait, c'est un groupe top où les parents s'entraident vachement, où il y a beaucoup de bienveillance, où il y a beaucoup d'aide, d'entraide, de conseils, etc. Et là, je googlise amniosynthèse en groupe et je tombe face à des témoignages de femmes qui expliquent que leur amniosynthèse était négative et que le bébé est né positif au CMV. Je tombe même sur des gens qui avaient relayé des articles en disant est-ce que l'amniosynthèse infecte? Parce qu'en fait, tu traverses quand même. Est-ce que si ta charge virale est encore forte dans ton corps, est-ce que l'amniosynthèse infecte le truc? En tout cas, je tombe sur des trucs pas stables sur l'amniosynthèse. Mais il n'y avait pas d'autre moyen de savoir. Et moi, je comprenais parfaitement que, vu la lourdeur du traitement, parce que donc c'est le traitement de l'herpès, mais c'est un truc, donc la fameuse Nana Raffaella m'explique ça, c'est un traitement, c'est le médicament pour l'herpès que tu prends par 4 ou 6 médocs toutes les 4 heures. Donc il faut te réveiller la nuit, mettre un réveil pour prendre le truc parce qu'il faut des comprimés à prendre. C'est énorme en plus. Bref, je vais voir le deuxième médecin à l'hôpital américain de Neuilly, le docteur Jacques Mar, à qui je réexplique tout ce que j'ai fait avec tout. Le mec me dit bon. Déjà, j'apprécie beaucoup que vous me décriviez votre parcours. Il me dit parce que moi j'ai des gens qui arrivent, qui ont consulté Yves Ville, qui est l'autre spécialiste et qui accessoirement est un copain, et qui ne me le disent pas tout de suite et qui me le disent après une fois qu'il me dit donc c'est bien. Et je lui dis j'ai peur de l'amniosynthèse, qu'est-ce que je fais? Il me dit écoutez, de toute manière, il n'y a pas d'autre manière d'avoir le traitement. Oui, donc il pousse plutôt vers l'amniosynthèse. À l'amniosynthèse, de toute manière, mais c'est normal, c'est leur protocole et c'est la logique. Et moi, je reste figée sur le truc, il ne faut pas que je fasse l'amnio. Et là, je me dis, je vais quand même demander l'avis de mon mari, accessoirement quand même, parce que je suis très femme libérée, mais enfin là, quand même, c'est pas que moi. Et là, j'en parle à mon mari qui me dit, il en est hors de question. Je lui dis, alors toi qui n'es pas branché échographie, machin, il me dit non, je sens pas le truc. Alors là, je me dis, ok, bon. Soit je le bypass et voilà, mais si je le bypass toute seule, et que ça tourne mal, je suis quand même juste responsable toute seule du décès des un. C'est un peu risqué. Vous deviez être dans un tiraillement. C'était l'enfer. Et mon mari était très sûr de lui. Ouais. Et moi, je pleurais toute la nuit. Enfin, c'était un enfer. Et puis donc là, je garde quand même le rendez-vous. Et puis la veille, j'annule. Ah ouais. J'annule et je peux pas. J'ai peur, je peux pas. Mais c'est une décision. Non, mais je sais même pas quoi te dire. C'est le choix de Sophie, quoi. C'est-à-dire que c'est choisir entre la peste et le choléra, quoi. Est-ce que je choisis de prendre le risque de faire une fausse couche, ou est-ce que je m'assure que mes bébés sont malades ou vont bien, mais au risque de les perdre. Enfin.
C'était un enfer. Et puis je me levais le matin parce qu'il fallait aller bosser, parce qu'à un moment donné, heureusement, tu te dis, bon, faut tenir la boîte, tu peux pas rester chez toi, prostré dans un lit sur un canapé, de toute façon, ça va pas faire avancer l'histoire. T'arrivais quand même à... Mais t'as pas le choix. À avoir ton quotidien... T'as pas le choix. T'as des clients qui t'attendent, t'as des salariés à payer, t'as les charges à la fin du mois, tu veux faire quoi? Tu vois, si tu laisses tout tomber tout d'un coup, le monde, la totalité du truc s'effondre. Bien sûr. Et je me suis dit, si mon boulot s'effondre aussi, alors que déjà, ça va être compliqué. Ouais. Et donc, je me raccrochais qu'à ça, en fait. Et ça me changeait les idées, à la limite. Et en fait, je me jette là-dedans en me disant, faut faire avancer la boîte, parce que si à la sortie, ils sont porteurs de handicap, si à la sortie, il y a une prise en charge, comment je vais faire ? Comment ça va tourner ? Est-ce que je vais pouvoir continuer à bosser ? Je me suis toujours dit, on trouvera des solutions. Et puis, mon mari était très, laissez-la arriver, on verra après. Donc, ce soir-là, la veille de la myosynthèse, vous décidez d'annuler. C'est et ça. Donc, de courir le risque que vos jumeaux soient infectés. Soit infectés et porteurs de handicap à la naissance. Vous en discutez longuement ou c'est assez... C'est assez radical de son côté. Et puis moi, j'ai un petit truc qui me fait dire, cette grossesse tiendra la route. Alors, elle tiendra la route, pourquoi ? Je reviens à Megève. Ma grand-mère m'a pas envoyé ses jumeaux, m'a pas fait tomber enceinte là-bas pour que ma grossesse foire. C'est pas possible, en fait, dans mon esprit. Le truc n'est pas possible. Tu vois. Et je me dis, elle est là, elle est au-dessus, elle surveille le truc, elle m'envoie quelque chose pour me dire qu'on maîtrise pas tout dans la vie, parce que c'est quand même mon obsession, à mes heures perdues. Mais ça va bien se passer. Quand tu décides d'annuler, donc tu appelles Ibbville. J'envoie un mail. T'envoies un mail ? Ouais, je leur envoie un retour ? Oui, ils te disent quoi ? Toujours. Ils me disent, on comprend. Mais ils sont dans une compréhension. Même tu leur plantes 3 heures dans l'emploi du temps, quoi, quand même. Hein, tu vois. Ouais. Non, mais au-delà de ça, est-ce qu'il essaye pas de te rattraper ? Non, jamais, te convaincre ? Parce qu'il n'y a pas de jugement. Il sait que je le fais pas parce que j'ai peur. Et parce que j'ai envie de me raccrocher au fait qu'à l'échographie, on ne voit rien. Ouais. Ce qui est, je le dis encore de manière très claire, une belle connerie. Parce qu'on ne voit que 25% des séquelles potentielles du CMV à l'échographie, et la surdité de toute manière ne se voit pas à l'échographie. C'est ça. Donc je le dis pour les mamans, en fait, faites ce que je dis, mais pas ce que je fais, en substance. Je pense que sur un enfant unique, ou peut-être une gémellaire moins risquée, avec 2 poches, j'aurais peut-être fait cette amniosynthèse. Mais là, l'histoire de la membrane, de la double poche, du STT, du truc, bref, je me disais, mais si je déclenche un autre truc derrière, qui déclenche un autre truc, il n'y avait pas une seconde, une minute, d'une heure sans que j'y pense, quoi. Je passais mes journées obsédée par le truc. Donc j'ai ce truc et je me dis, de toute façon, on choisit une stratégie, on n'y va pas. Donc là, vous fixez on se fixe sur cette décision. Et on se dit, ça ira. Le terme était pour quand ? Le terme était le 19 avril ramené au 5 à cause de la gémellaire. Et en fait, j'en parle à Ibbville en décembre qui me dit, ah non, mais c'est assez simple. Les monochoriales biamniotiques chez moi, je les sors à 36 semaines. Parce qu'après, il y a un espèce... je simplifie, mais il y a d'autres effets de type STT, mais sur la fin de grossesse. Ah, d'accord. Donc, il me dit, moi, je les sors à 36 semaines. Et 36, ça m'amenait au 16 mars. Ah oui, au 16 mars, d'accord. Donc, au mois de décembre, quand vous prenez cette décision, il te reste 3 mois et demi, 4 mois... Il me reste 3 mois et demi, 4 mois de grossesse à tenir. À tenir dans cette incertitude totale. Et avec cette épée de Damoclès au-dessus de la tête. Exactement. Clairement. Et puis se pose la question, la grossesse étant normale, ils sont tous les deux positionnés normalement, ils grossissent normalement. Où est-ce que j'accouche ? Et oui. Parce que du coup, je suis suivie à l'hôpital privé de Dijon, au CHU de Dijon et à Necker en parallèle. Ouais. Et en plus, je me paye des échographies à l'hôpital américain de Neuilly pour aller voir, pour que d'autres yeux se posent sur mes enfants. Toi, instinctivement, tu irais plutôt accoucher où ? Moi, je me dis instinctivement, je veux accoucher à Necker. Ouais. Et puis, il y avait un truc, il y avait que je devais faire le salon de l'agriculture sur le plan pro. Donc, on était qui tombait quand même je sais plus les dates, mais c'était en gros, je crois, du 22 février au 2 mars. Comme ça. Ouais. Donc, était quand même juste à la fin par rapport au 16 mars. Et tout le monde me disait, mais t'es malade avec une grossesse gémellaire, mais comment tu vas faire le salon ? Mais jamais tu feras le salon. Et moi, j'avais dit, si, regardez, le calendrier, il est nickel. On m'a annoncé le 16 mars, je fais le salon, donc je déménage factuellement à Paris pour aller faire le salon. D'accord. Et derrière, je reste à Paris. Parce que donc, tu avais prévu de déménager avec toute ta famille ? Non, toute seule. Ah, toute seule ? Non, alors, de laisser ton mari avec les 2 grands ? Les 2 grands, parce que mon fils va à l'école, etc. Enfin, on avait une organisation avec une crèche, la nounou le soir et tout. Donc, moi, j'avais dit, on ne bouge pas les 2 grands.
Et puis, fin décembre, je me dis, bon, finalement, tu paniques peut-être pour rien, la grossesse, elle va bien, etc. Vois avec le CHU la prise en charge. Et là, j'arrive au CHU pour une Xème échographie, avec une interne, et j'avais mon dossier de Necker qui était rempli d'échos, enfin, parce que tu connais. Oui, tu devais te déplacer J'avais avec... un truc énorme, enfin bref. Et là, la nana me dit, mais c'est quoi toutes ces échographies ? Faut arrêter avec ce CMV, c'est n'importe quoi. De toute façon, quand on tombe, on ne sait pas le soigner, donc ça sert à rien. Elle me dit, je sais même pas pourquoi vous avez fait le dépistage. Allez faire du yoga prénatal. Et là, je la regardais, je lui dis, tu sais quoi ? Enfin, j'enclenche même pas la discussion parce que je sais que malheureusement, en France aujourd'hui, il y a des gynécos qui considèrent que ça n'est rien. Ou qui considèrent que parce qu'on ne peut pas le soigner, de toute façon, il ne faut pas le dépister. Alors que c'est moyennement vrai. Alors oui, si soigner veut dire guérir, on ne peut pas guérir le fœtus du CMV, ça c'est certain. En revanche, il y a quand même un traitement qui existe, qui peut limiter très largement les dégâts. Et quand je leur en parle, je vois bien qu'ils ne sont pas réceptifs. Donc là, je lui dis quand même, écoutez, est-ce que je peux voir la pédiatre ? Et là, la pédiatre du CHU me pose 2 lapins. Ah oui, carrément. Parce que je pense qu'elle considérait que je n'étais pas dans les priorités de prise en charge. D'accord. Donc là, je me dis, OK, bon, ils ne sont pas pro-dépistage du CMV, ils ne sont pas pro-prise en charge. De toute façon, si jamais on leur fait des examens à la naissance ici, je ne vais pas pouvoir croire ce qu'on me dit, donc je vais les ramener à Necker pour qu'ils fassent des contre-examens, je me connais. Donc autant aller accoucher à Paris, quoi. Oui, c'est-à-dire qu'on était quand même très loin de la réactivité de Deepville. Après, il y a deux. Moi, j'ai appris sans faire de politique de la santé, c'est pas le sujet, mais j'ai compris quand même qu'il y avait une espèce de guerre des chapelles sur le sujet, qu'il y avait 2 écoles. Il y avait ceux qui le prenaient au sérieux et qui comprenaient que parce que c'est la première cause de handicap en France chez l'enfant qui naît viable aujourd'hui, loin devant la toxo, loin devant la trisomie, loin devant plein de trucs, et qu'on ne le dépiste pas. Et qu'aujourd'hui on découvre chez les enfants plus grands, et ça j'ai pu en discuter ensuite avec le professeur Manic et le pédiatre de Necker, chez des enfants plus grands on découvre des trucs à l'âge de 5-6 ans, mais on n'est plus en capacité de dire si c'est des conséquences du CMV ou pas. Parce que si la mère n'a pas été dépistée, si l'enfant n'est pas dépisté à la naissance, et les enfants ne sont pas dépistés du CMV à la naissance, en tout cas pas partout, et en tout cas d'après ce que j'ai compris, il y a peut-être des hôpitaux qui le font, encore une fois l'idée c'est pas de généraliser, mais en tout cas de ce que j'ai compris, on suit scrupuleusement les recommandations du Haut Conseil qui sont de dire on ne dépiste pas. Et moi, je trouve que c'est surréaliste. Et c'est là où plus on avançait, plus j'étais vraiment en colère contre le système et où je me suis dit, après, j'essayerai à mon petit niveau, même la petite femme en plus informée, ça sera une petite victoire. Parce que je ne peux pas comprendre qu'on ne dise pas aux femmes enceintes, il y a ce truc-là, il est dangereux. Voilà les gestes barrières. Bon, mécaniquement, ça s'appelle comme ça. Mais, et effectivement, on ne peut pas le guérir, mais vous pouvez au moins savoir. Oui. Vous pouvez prendre la décision de ne pas poursuivre une grossesse stressante comme celle-ci. Vous pouvez prendre la décision d'aller vous faire suivre chez des spécialistes. Certes, comme tu le dis, c'est pas curable, non. Mais ce traitement, aussi lourd soit-il, peut quand même atténuer et voire aider grandement. Aider grandement, c'est quand même pas rien, quoi. C'est pas rien. Ok, donc là, on est au mois de décembre. Donc toi, tu te fais ton planning avec la fin de ta grossesse, le salon de l'agriculture, ton déménagement à Paris, c'est ça. Les 2 grands qui restent à Dijon avec ton mec. Voilà. Et tu te dis, ça va le faire. Et je me dis, ça va le faire. Je trouve une de mes meilleures potes qui me dit, écoute, moi, j'habite à 5 minutes à pied de Necker, tu viens habiter chez moi. Et puis elle me dit, écoute, c'est toute seule pour aller accoucher, je viens avec toi. Je dis, si ça te tente. Je dis, de toute façon, parti comme on est, mon mari étant tellement pas salle d'accouchement branchée, que je ne vais pas le forcer à venir. Je dis, là, l'histoire, elle va se finir, je ne sais pas comment. Je prévois la césarienne quand même, parce que parti comme on est, 36e semaine, d'après ce que j'ai compris, ça va pas se déclencher par l'opération du Saint-Esprit. Je dis, donc écoute, si ça te branche, tu viens. Donc on s'était dit qu'on allait se faire un tea time accouchement césarienne toutes les 2, tu vois. On avait prévu le truc de manière, voilà. Ok. Et donc, toi, tu avais prévu de venir à Paris à partir de février ? Moi, je m'étais dit, j'arrive genre vers le 20 février. D'accord. Physiquement, tu te sentais bien ? T'étais pas trop énorme ? T'étais alerte ? Non, j'avais pas. Avec tout ça, j'avais pas trop pris de kilos. J'avais pris 7 kilos, tu vois, fin décembre. Donc, c'est-à-dire pas grand-chose. Bon, après, j'avais un peu passé toute ma vie à pleurer depuis 2 mois, si tu veux. Donc, tu vois, bon, voilà. Et puis je continue comme en 40, quoi. Et le mois de janvier arrive, je continue mes petites échos toutes les semaines comme d'hab. Puis là, je vois effectivement aussi sur les réseaux sociaux des témoignages de mamans.
où tout allait bien jusqu'à la 32e semaine. Et puis tout d'un coup, l'écho de la 32e ou de la 34e, ils avaient des signes d'infection plutôt graves parce que des malformations du cerveau, etc. Donc je voyais quand même des trucs se déclencher sur la fin et je me disais, mon Dieu, pourvu que ça m'arrive pas, mais pourvu que ça m'arrive pas. Mais nerveusement, tu t'implosais pas? J'étais pas au top du top, faut quand même se le dire, tu vois. Ouais. Mais... Avec ton mec, ça allait? Ouais, parce qu'on si tu veux, on s'interdisait de réfléchir. Et puis alors, entre-temps, on a quand même fini par le dire à mon fils, qui commençait à me dire qu'effectivement, il fallait que j'arrête de manger de la pizza ce coup-là. Donc, comment il a pris la nouvelle? Hyper bien. Ouais. Il devait être trop content. Ouais. Surtout pas un, mais deux. Pas un, mais deux. Alors là, les thèmes. Je lui dis, par contre, tu sais qu'on choisit pas. Donc je dis, je sais que tu voulais surtout des sœurs. Et voilà, c'est deux garçons, quoi. Il me dit, ah non, mais tu sais, les filles, en fait. J'ai bien réfléchi, mais... parce que ma fille est assez rock'n'roll. Donc, du coup, hyper content. Il me dit, par contre, on va choisir les prénoms. Alors, il a fait la liste, il a choisi les prénoms. Enfin bon. Vous avez su très tôt que c'était deux garçons? Ouais, moi je voulais savoir tout de suite. Ouais, je voulais savoir. Puis comme tu faisais une écho toutes les semaines, j'imagine que vous avez su très vite. Ouais, c'est ça. Non, puis là il fallait que je me projette dans un truc. Il fallait au moins qu'il y ait un élément stabilisé dans l'histoire. Tu vois. Donc le sexe des enfants était. Mais moi c'était pas. En fait, mon schéma idéal c'était 3 garçons et une fille. Donc, c'est vrai. Si tu veux, je pouvais pas tirer au sort mieux que ça. Donc c'est pour ça, si tu veux, il y avait d'un côté il y avait toutes les planètes qui s'alignaient et je me disais mais c'est pas possible que ça merde en fait. Ça ne doit pas merder. C'est impossible. Et donc, j'ai continué comme ça. Mais un beau matin du 30 janvier, j'avais passé une nuit affreuse, mais affreuse. C'est-à-dire que je me suis dit, mais qu'est-ce qu'ils font, quoi? C'était la Coupe du Monde de foot à l'intérieur de mon bide, tu vois. Je me suis dit, mais qu'est-ce qu'ils font? Et je me lève, je me dis, c'est pas très logique quand même. Et je devais prendre un train à 6h30. Et là, je vais à la gare à pied à 6h du mat. Et je me dis, non, en fait, je vais pas revenir. Et là, je me dis, putain, je suis partie sans mon dossier médical de Necker. Parce que tu t'es dit... ça allait pas. Ça va pas, donc... Il y a un truc qui était pas normal. Je savais pas trop dire loin quoi. de Necker, quoi. Et en plus, j'avais pas eu de contraction véritablement pour les 2 premiers. Ouais. Donc, je savais pas ce que c'était. Ouais. Donc, je me suis dit, c'est peut-être des contractions, c'est peut-être autre chose. Mais bon, je sentais que ça poussait en plus vers le bas. Je me suis dit, bon, là, le truc, ça sent pas bon. Donc, je fais quand même les rendez-vous. Je mets un mail à Necker sur le coup d'11h30 en leur disant, écoutez, il y a un truc qui va pas, je ne sais pas dire quoi. Je finis un rendez-vous, j'arrive à 16h. Donc, je mets un mail quand même. Et puis, à 16h, j'arrive aux urgences à Necker. Donc là, elle me pose le monito, le machin, le truc. Et là, je vois rentrer un type dans la salle qui commence à me poser des questions. Puis au bout de la 3e, je l'arrête, je lui dis, vous faites une consultation d'anesthésie là? Et le mec me dit oui. Et je lui dis donc? Il me dit, mais madame, vous faites une menace d'accouchement prématuré en fait. D'accord. Je lui dis, donc j'annule mon train de 20h30 là. Il me dit, ah ouais, on va faire ça, ouais. Il me dit, là, vous restez là. Et là, j'en ai une autre qui arrive et qui me dit, on va faire une piqûre pour ouvrir les poumons des bébés. La piqûre de corticoïdes, ouais. Donc là, je comprends que ça ne rigole plus du tout. T'es à combien de semaines, là? Là, je suis à 29. Ok. Donc, je suis short quand même. Ouais. Enfin, c'est pas le top. Donc là, j'appelle ma copine qui habite pas loin. Je lui dis, écoute, si tu as un legging, un t-shirt, des chaussettes et une brosse à dents, c'est le moment, en fait. Si tu peux venir, parce que peut-être, je ne comprends pas ce qui m'arrive, mais il est possible qu'on me les sorte cette nuit, là, à l'allure où ça va, en fait. Donc, il te garde, hein? Donc, il me garde, elle arrive dans les 10 minutes avec le kit de survie. Et puis, au bout de 2 heures, elle leur dit, est-ce qu'elle peut manger? C'était fait quand même une petite stratégie. Et là, il y a un infirmier qui dit oui, elle peut manger. Donc là, je dis ok. Si je mange, c'est que je vais pas accoucher. C'est bon signe. Personne te donne d'informations concrètes? Non, au bout d'un moment, on me dit écoutez, le col est à je crois que c'était à 2,5 ou un truc comme ça. Ah oui, donc t'étais déjà dilatée. Et surtout par rapport à la dernière écho, parce qu'en fait, ils avaient tout le suivi des échos, donc ils savaient à combien j'étais en termes d'ouverture de col, de trucs de machin systématiquement, vu que j'étais extrêmement surveillée. Et là, le mec me dit non, vous restez là, puis vous y restez tout le week-end en plus. D'accord. Et là, je leur dis, écoutez les gars, j'ai un appel d'offres à défendre lundi matin, mais comment je vais faire? Et tout ça va être l'enfer. Le mec me dit, non, mais vous n'avez pas autre chose à penser? Je dis, mais vous vous rendez pas compte, j'ai rien organisé. Bon, bref. Donc mais pourtant, au moment de prendre le train, tu savais, au fond de toi, que tu ne rentrerais pas. Je savais, mais je ne voulais pas, tu vois. J'ai fait un petit déni sur ce coup-là. Et du coup, je reste hospitalisée. Et là, Yves vient me voir le lendemain. Il me dit, écoutez, là, faut lever le pied, parce que là, il y a tout qui va bien, sauf ça. Donc là, faut arrêter, là. Il me dit, donc là, vous ne ferez pas le salon de l'agriculture, parce que lui aussi était au courant du truc, c'était un peu le joke entre tout le monde. J'ai dit, ouais, j'ai bien compris. Et je lui dis, donc vous me gardez? Et il me dit, ah non. Il me dit, par contre, je vous mets en hospitalisation à domicile. Ah. Donc là, vous choisissez où? C'est soit vous rentrez à Dijon, soit vous restez à Paris. Ouais. Et j'ai dit, il est hors de question que j'accouche ailleurs qu'ici. Mais hors de question. Donc, ma copine qui devait m'accueillir, mais à partir de début mars,
Elle pouvait pas m'accueillir en février. Ouais. Donc là, heureusement, j'ai une cousine qui habite à Paris, etc., qui me dit, écoute, je suis pas à la porte à côté, je suis au fond du 20e, mais viens chez moi, quoi. D'accord. Donc, tu as squatté chez ta cousine. J'ai squatté chez ma cousine à partir de début février. Et alors là, comment était ton quotidien ? Tu continuais à travailler ? Ouais, j'étais avec mon ordi sur un canapé. Mais alité. Ah bah là, je pouvais plus bouger. Là. Voilà. Puis je jouais pas en plus, tu vois, parce que là, je me suis dit, ok, c'est 15 jours de ta vie à la limite, tu vois. Enfin, on m'avait dit, il faut passer la 32e. Ouais. Et après la 32e, sur une gémellaire, bon, on va dire que la prématurité, c'est pas qu'elle devient normale, mais on m'avait dit, vous pouvez vraiment, avec le col que vous avez, si vous vous reposez, vous pouvez vraiment aller jusqu'au bout. Donc jusqu'à 36. Jusqu'à 36. 36, pardon. Ouais. Donc jusqu'au 16 mars. Alors moi, ça me semblait une éternité, parce qu'on était le 3 ou le 4 février, il fallait encore aller jusqu'au 16 mars, et puis il fallait rester sur un canapé, quoi, parce que je faisais le lit, le canapé. Mon Dieu. Et puis à force de ne faire que ça, tu n'arrives plus à faire autre chose. C'est-à-dire qu'on m'a envoyé faire des prises de sang. Il y avait un labo au bout de la rue. Je mettais une demi-heure à y aller. Je ne pouvais plus marcher. Non, vraiment. Ouais, tu perds du muscle, tu perds de l'énergie, de la mobilité. J'avais encore perdu du poids. Je perdais toutes mes bagues qui s'en allaient. Non, mais j'avais plus de force, plus rien. Ça t'a pas trop mis un coup au moral de devoir stopper ? Non, parce que bon, après l'environnement était très sympa. On était du coup avec ma cousine, on se voit de temps en temps, on se parle beaucoup, mais on n'avait jamais habité ensemble. Ouais. Donc on était dans une espèce de colloque de filles un peu marrante. Et j'ai eu un moment de panique par contre parce que je savais qu'elle devait partir. Elle bosse entre l'Inde et la France et je savais qu'elle devait partir en Inde le 17 février. Donc je savais que de toute façon, factuellement, si je restais habiter chez elle, j'allais finir la grossesse toute seule. Ouais, c'est ça. Donc, t'as trouvé quoi comme solution ? Alors, j'ai trouvé comme solution que ça ne s'est pas fini comme ça devait se finir. L'hospitalisation à domicile, tu es donc suivie tous les 2 jours par une sage-femme. Ouais. Et au bout de la première semaine, le vendredi, elle me dit j'ai un rythme cardiaque pas top, je vous renvoie à Necker pour vérifier. Donc, premier aller-retour à Necker, il n'y avait rien, nickel, etc. J'avais rendez-vous lundi avec Yville pour tous les examens, tout le contrôle habituel. Et en plus, le professeur Mani, le pédiatre, m'avait dit venez passer me voir. D'accord. Je vous explique tout sur la prise en charge après, etc. Donc, il m'avait reçu. Le pédiatre, qui est un homme adorable, qui m'a tout expliqué de A à Z sur les risques, l'existence rare mais réelle du fait que tu aies un jumeau infecté et pas les 2. Ah ouais. Donc, ça arrive. D'accord. Qu'est-ce qui est concrètement prévu lors d'un accouchement comme ça, gémellaire, et de surcroît avec suspicion de CMV ? Est-ce que les bébés sont tout de suite testés ? Alors, ils sont tout de suite testés à Necker en tout état de cause. Ils sont tout de suite testés avec un test salivaire et un test sanguin aussi. Ok. Et puis, à la naissance, ils leur font tous les trucs de fond de l'œil, la surdité, les tests positifs, etc. Donc oui, ils ont toute une batterie de tests pour savoir s'il y a infection ou pas. Donc, on est fixé, entre guillemets, assez vite ou pas ? 3-4 jours après la naissance. Ok. Donc ça, moi, il m'a tout expliqué. Il m'a expliqué la prise en charge derrière, le fait qu'effectivement, il fallait qu'ils soient quand même suivis, pas toute leur vie, mais en tout cas, en fonction de la gravité du handicap. Oui, c'est sûr. Il m'a expliqué les enjeux d'appareillage aussi. Les enfants peuvent être appareillés, alors à différents stades, à différents moments, en fonction de la gravité, de la surdité, etc. Donc ça, il m'avait dit, si le cas se présente, je vous expliquerai le détail, etc. Mais en tout cas, j'avais posé toutes mes questions, j'avais toutes mes infos. Donc j'étais vraiment en confiance avec l'ensemble. Donc voilà, il me renvoie une sage-femme le mercredi qui ne me fait pas de monito. Et le monito du vendredi, elle revient, et là, elle arrivait à 10h, elle met 1 heure à trouver le deuxième jumeau. Elle le trouve difficilement, le rythme cardiaque est pas bon. Et elle me dit, mais bon, je sais pas si c'est mon appareil à distance de monito qui est pas top, tu vois, leur truc portable, il est pratique, mais il a ses limites, quoi. Elle me dit, je vais pas vous faire retourner à Necker pour rien. Je dis, écoutez, vous savez quoi, j'y vais quasi tous les 2 jours, là, donc au point où on en est, de toute façon, je suis là pour ça, donc j'y vais. Ouais. J'arrive aux urgences, on me pose le monito aussi assez difficilement, on me le laisse assez longtemps. Et tellement longtemps qu'au bout de, je crois, 1h30 de monito, j'avais la nausée, j'étais pas bien, j'étais dans un état, mais... Et puis l'interne arrive pour me faire, elle me dit, on va faire une échographie. Et c'était une nana, je me rappelle, très jolie, mais très, très froide, très, très précise, tu vois, dans la manière dont elle regardait l'écran et tout, donc moi je ne lâchais pas ses yeux. Et là, elle pose le truc, elle prend son téléphone, et elle dit, j'ai une membrane complètement ramenée à droite et une vessie extrêmement grosse à gauche. Et là, je la regarde, je lui dis, je fais un transfuseur transfusé tardif. Donc elle raccroche, elle me dit, oui, c'était Yville, vous faites un transfuseur transfusé tardif. Je dis, donc là, on les sort. Ah, putain. Elle me dit, bah oui, on les sort. Et là,
Là, je reviens à Megève, désolée, je me dis, on est le 14 février. Ma grand-mère, qui a eu 8 enfants, a accouché de 2 de ses enfants, dont ma mère, un 14 février. Donc là, je me dis, tu prends le karma comme tu veux, dans le sens où tu veux, mais elle a eu 2 enfants le 14 février, et j'accouche de mes jumeaux le 14 février. Et si tu veux, il n'y a rien d'autre qui m'a traversé l'esprit. Je me dis, si aujourd'hui, ça merde, si ici, à Necker, il y en a 1 ou 2 qui meurent, d'abord, j'aurais fait plus que tout mon possible pour les amener jusqu'au bout, et pour les amener là où ils peuvent être pris en charge du mieux possible. Et puis c'est que c'était vraiment pas ce qui devait m'arriver dans la vie, quoi. Donc je n'arrive pas à paniquer. C'est incroyable. J'appelle mon mari et je dis écoute, on les sort là. Je dis mais bon, c'est un peu la merde, on va pas se mentir. Mais écoute, viens demain. Vu l'heure qu'il est, tu peux pas t'organiser pour ce soir. Tu viens demain. Je dis de toute façon, je lui dis ça va bien se passer. D'accord. Et du coup, je raccroche avec mon mari, j'appelle ma cousine, je dis bon, t'es où? et je lui raconte le truc. J'appelle ma copine de césarienne, je lui dis bon, bah, si t'es là, c'est maintenant, en fait. Hein. Ouais. Et elle me dit j'arrive. Et du coup, je suis avec ma cousine et ma copine. Avec ta cousine et ta copine? Ouais. Ok. Et là, on y va, quoi. Donc, et c'était Yville qui t'accouchait? Ah ouais. De toute façon, je voulais que ce soit lui, mais alors là, en plus. Et il rentre, en fait, je me souviens très bien, il rentre dans la salle des urgences. Il me regarde, on ne s'est même pas parlé, il me regarde, il me dit mais ça pouvait arriver qu'à vous, ça. Un transfuseur transfusé tardif alors que je vous ai eu en écho lundi et que j'ai rien vu. Ouais. Il m'a dit, il me dit je ne comprends même pas comment le truc a pu tourner comme ça en l'espace de 4 jours. Mais il l'avait évoqué déjà, cette possibilité. Je savais qu'après la 25e semaine, statistiquement, ça arrivait moins. Mais ça n'arrive en général pas à la fin, tu vois. Donc il fallait les sortir dans l'heure. Dans l'heure. Par césarienne. Par césarienne d'urgence. Et toi, t'arrives à garder ton calme. Tu ne paniques pas. En fait, si tu veux, j'étais pas prête à me dire écoute, t'as 4 jours pour te préparer au fait que peut-être dans 4 jours, ta vie bascule parce que tu tombes dans une prise en charge de handicap qui n'est pas celle que t'avais prévue. Ouais. Donc je pars au bloc comme ça, puis ça va très vite, en fait. Ouais. Ça va très très vite parce que ça n'a rien à voir avec un accouchement voix basse, ça n'a rien à voir avec rien. Je me suis dit a posteriori, mais heureusement, j'arrêtais pas de dire à Valentine, mon amie qui était avec moi, mais heureusement qu'on mari est pas là, heureusement qu'il est pas là. Je sais pas, ils étaient peut-être 20 dans le bloc, tu vois, c'était assez impressionnant. J'avais 3 anesthésistes, en plus j'avais très très peur de l'anesthésie parce que sur les 2 premières grossesses, j'avais fait un malaise sur la péri à chaque fois. Donc là, je leur dis écoutez, moi l'anesthésie c'est pas mon truc, je fais une réaction aux produits anesthésiants. Ça te fait vomir? Non, je tombe dans les pommes. Ah, tu tombes dans les pommes. C'est un équivalent de malaise vagal, si tu veux, mais je tombe dans les pommes. D'accord. Donc j'avais très peur de ça. Et je me dis, là, je peux pas tomber dans les pommes. J'avais cette obsession aussi de me dire, ok, là, on va me piquer, je dois pas tomber dans les pommes, je dois tenir. Je regardais Yville, je lui disais, bon, vous me parlez pendant que vous... Parce que là, si vous me parlez pas, parce que c'est pas quelqu'un de très disert, je dis, si vous me parlez pas, ça va pas le faire. De toute façon, je vais vous interroger, donc il va falloir que vous me disiez ce que vous voyez, parce que c'est pas possible, en fait. Et puis c'est allé très vite. Ils l'ont sorti quasi instantanément. Donc, ils ont sorti Tristan d'abord, qu'on a entendu pleurer tout de suite. Donc Valentine me disait mais tu vois, il pleure, il respire et tout. Je disais ouais, je sais. Valentine, elle était dans la salle avec toi. Elle était à côté de moi, dans la salle. Je disais ouais, je sais, mais enfin tu sais bien, ça veut rien dire. Ils sont préma et tout. Et ils les ont passés. Les 2 sages-femmes qui récupéraient les petits s'étaient présentées, m'avaient donné leur prénom et m'avaient dit moi je récupère Tristan, moi je récupère Aurel. Et là t'as les 2 prénoms de tes enfants qui deviennent réels dans les bras de quelqu'un d'autre. Là tu te dis mais c'est pas possible, c'est un film l'histoire. et donc elle l'a passé derrière le rideau. Elle me dit bah voilà c'est Tristan. Donc, bon voilà tu vois. Voilà puis elle l'emmène. Tu le vois bien. Tu le vois une demi-seconde, quoi. Ouais. Et puis, je pense qu'il soulève plus haut pour voir Aurel, qui était lui le receveur. En fait, c'était lui qui avait initié le syndrome, si tu veux, qui était parti avec tous les flux sanguins, tout le liquide amniotique et qui, a priori, baignait dans une espèce de piscine générale. Oui, c'est ça. Bon, bref. Et, qui était donc le plus gros? Qui était le plus gros mécaniquement à la naissance. Ouais. Tristan faisait 1,4 kg et Aurel 1,5 kg. C'était pas... D'accord. Voilà. Mais comme lui était parti avec tout, je l'entends pleurer aussi. Il me le montre de la même manière. Ils partent. Donc, ils finissent par me recoudre. Yville me dit, est-ce que je peux prendre le placenta, le truc? Parce que il me dit, je comprends encore pas votre syndrome. Donc, je voudrais bien analyser. Je dis, vous partez avec ce que vous voulez. Comment vous dire? Ça ne m'est plus d'aucune utilité. Hein, voilà. Je vous lègue tout. J'ai dit, par contre, si vous pouvez traverser dans la salle d'à côté pour me dire ce qui se passe, ça m'intéresse. Donc, puis j'ai bien senti que c'était pas son job et qu'habituellement, il le faisait pas. Mais il y va. Puis il revient, il me dit, bon, il y en a un qui démarre moins que l'autre, mais ça va le faire. Je dis, avec ça, on est bien. Donc bon, voilà, j'avais retenu cette info.
Donc là, il y a un interne qui revient vers moi qui me dit, ils sont partis en incubateur. Je le regarde, je lui dis, moi, à part les startups, vous voyez, ça me parle pas beaucoup, donc c'est quoi un incubateur? Et le mec me dit, non, c'est une grosse couveuse, mais effectivement, qui permet les branchements nécessaires pour la réanimation, etc. Donc, ok. Donc là, on part en salle de réveil. Mais ça, la réa était due uniquement à leur petit poids, à leur prématurité. À leur prématurité. C'était pas dû au CMD. On est d'accord. Du tout. Ouais. Non. La réa, elle était due au syndrome transfuseur-transfusé. Ouais. Qui d'abord, du coup, moi, je l'ai appris le soir même, mais en fait, Aurel avait fait un arrêt cardiaque. Ah bon? Ouais. Ah ouais. Donc, si tu veux, il était plus que temps. Donc, voilà. D'accord. Donc, moi, je suis arrivée, parce qu'en fait, après, j'étais en salle de réveil. J'ai trouvé que le réveil durait... parce que je maîtrise pas mes nerfs, donc je maîtrisais pas mes jambes, j'arrivais pas à les ressentir, c'était un enfer, je tapais dessus, c'était l'horreur. Valentine me disait, non mais il faut que tu travailles ce que tu maîtrises pas quand même dans la vie, parce qu'il y a un petit sujet. Je dis, oui, c'est certes, mais enfin bon, quand même. Sur ça, elle me dit, bon, on appelle ton mari, on le rassure. On l'appelle, il était parti en voiture, il avait pris la route en bagnole. Non, pour te rejoindre. Je dis, mais pour une fois que je te disais qu'il fallait pas venir, toi, depuis... Oh, bah oui, mais à la fois... Et je dis, mais t'aurais pu prendre le train, surtout, parce que la conduire, faire 350 km en voiture, je dis, je pense que ça doit te perturber quand même un minimum, de pas être là, de pas savoir, de pas machin, de rien. Ah ouais, mais je le comprends. Hein. Pardon, mais oui, je comprends. Non, mais moi il a sauté dans sa bagnole, il est venu se rejoindre sa femme. Et il avait trouvé un plan B, je ne sais pas lequel, pour garder les enfants le soir, mais bon, bref. Et du coup, il me dit, ouais, j'arrive à 19h30. Et du coup, on a attendu la salle de réveil. Et puis après, en réalité, j'étais toujours pas sortie quand il est arrivé parce que mes jambes fonctionnaient toujours pas comme elles devaient fonctionner, tu vois. Bah oui. Et là, t'as eu une dose de cheval, donc voilà, faut le temps de récupérer. Et puis après, tu redescends dans la chambre et là, ils te disent, si vous voulez essayer de vous lever, mais il faudrait que vous fassiez le premier lever avant de monter en réa. Donc là, il fallait pas me dire autre chose. Je me suis levée direct. J'ai dit, je ne veux rien savoir, je veux monter les voir. Et du coup, soir même, je monte en réa pour aller les voir, les deux petits, tu vois, à 21h. Donc là, c'est la première fois que tu les vois. C'est la première fois que je les vois, la deuxième, mais bon, je les vois vraiment. Et là, tu comprends que ça n'a pas été simple parce que j'arrive en réa, ils sont tous les deux intubés. Donc moi, je le vois direct. Mon mari était à 4 km de l'incubateur parce que lui, c'était pas... Il flippait. Donc, il y avait une super sage-femme qui dit, monsieur, vous voulez changer la couche du deuxième pendant que votre femme fait... Ah non. Ah non, moi, je les touche pas. Donc, il n'a pas pu mettre la main dedans, etc. Moi, j'ai tout de suite changé les couches et tout, mais... Voilà, j'étais moins perturbée par l'environnement. Il m'explique tout de suite qu'il y aura un suivi cardiaque sur Aurel. D'accord. En tout état de cause au moins pendant quelques semaines avec un traitement dédié. Ok. Et ils me disent de toute façon, vous reviendrez demain, les sages-femmes vous expliqueront demain les traitements, les trucs, etc. Tu peux les prendre dans tes bras ou pas? Ah non, là tu peux pas. Du ils tout. sont branchés de partout. Ils ont un cathé central. Donc ils sont tous les deux intubés. Ouais. Ils ont la sonde gastrique. Ils ont tu comprends bien. Donc tu peux les caresser un petit peu. Tu peux faire tu peux changer la couche. Ouais. Ça, c'est quand même pas mal. Ça, c'est sympa. Puis moi, je suis quand même en fauteuil roulant avec la césarienne qui date d'il y a pas longtemps, quoi. Ouais. Donc, si tu veux, je me lève et je change Tristan. Je me rassois bien 10 minutes avant de pouvoir changer Aurel, tu vois. Mais on te dit quoi par rapport au bébé? Parce que là, ils sont... On me dit rien. Je pose des questions, mais si tu veux, je sens bien qu'ils n'ont pas les réponses. Ils les ont avec eux depuis 4-5 heures. Mais je vois quand même que les sages-femmes sont très positives avec nous. Ouais. Jamais ne me passe par la tête l'idée que je puisse en perdre un, en fait, ou les deux. Jamais. Tu vois que ça sonne dans tous les sens. Ça, par contre, c'est un souvenir de la réa qui est compliqué. Pour le coup, toutes les sonneries que tu apprends à apprivoiser au fur et à mesure pour éviter de devenir fou, parce qu'au bout d'un moment, à chaque fois qu'il y a un truc qui sonne, tu as l'impression qu'il y en a un qui va mourir, quoi. Donc, moi, ça, c'est un truc que j'ai eu beaucoup de mal sur la durée. Et puis, j'ai tout de suite perçu qu'ils avaient beaucoup besoin de moi, que leur comportement changeait. Aurel était très agité dans l'incubateur, etc. Dès que tu lui donnais la main, il se calmait, etc. Donc, j'avais perçu qu'il fallait que je passe du temps ici, si tu veux. Donc, du coup, je m'étais dit, OK, je reste à Paris, je bosse, je viens en réa, je fais ça jusqu'à ce qu'ils sortent. Et de toute façon, le 16 mars, on est tous dehors. OK. Et puis, quand je suis sortie... Parce que t'es sortie au bout de combien de temps? Alors, j'ai vraiment insisté pour rester un peu parce que j'étais quand même super fatiguée. Donc, j'ai accouché le vendredi, je suis sortie le jeudi d'après. Ah oui, donc même pas une semaine. Non, ils voulaient me faire sortir le mardi et j'ai réussi à dealer jusqu'au jeudi. Donc l'idée, c'était que les garçons restaient en réa le temps qu'il faudrait. Et Exactement. Puis toi, tu sortais et moi, tu venais les voir. À Paris pour venir les voir. C'est ça. Voilà, et puis pour voir les médecins tous les jours, etc. Et Étienne devait rentrer du coup à Dijon. Étienne devait gérer les deux autres.
parce qu'on en avait quand même 2 autres à gérer, qui m'avaient en plus pas vu depuis... ils étaient venus me voir début février chez ma cousine, mais ils m'avaient pas vu depuis un truc du type le 10 février ou le 8 février, quelque chose comme ça. Ouais. Donc du coup, on s'était dit, tant pis, on fait comme ça. D'accord. Ça a dû être dur de le laisser repartir, là, non? Ça allait? Ouais, mais je sais plus ce qui était tu dur. Sais plus. Tu vois, d'accord. Il y a un moment donné, en fait, tu gères les priorités. Et puis, tu vois tellement qu'ils vont mieux quand tu es à côté en réa, qu'en fait, tu passes ta vie en réa. À un moment, je me suis dit, non, il faut que je me donne un planning, parce que si je ne fais que ça, c'est extrêmement usant, en fait. Il faut dire les choses comme elles sont. En plus, tu es à côté. T'étais seule. J'étais seule. Ouais. Et alors, au bout de 3-4 jours, tu as eu les résultats, du coup, du CMV? Alors, tous les jours, évidemment, j'y allais. 3 fois par jour, je disais LCMV, LCMV, LCMV. Et la veille de ma sortie, c'est le professeur Mani qui est venu me voir et qui m'a dit, je sais que vous l'attendiez comme le Messie, je voulais vous le dire à vous, ils sont négatifs tous les 2. Et là, je lui ai sauté dans les bras. J'ai pleuré pendant un quart d'heure. Et je lui dis, mais c'est pas possible. Mais il me dit, bah si, vous avez eu la chance que ça n'a pas traversé le placenta, donc en fait... Fantastique. Et là, je me suis dit, il y avait vraiment une étoile au-dessus de leur tête. Ils devaient vivre, en fait. Je le savais depuis le début, moi, mais ils devaient vivre, et ils sont passés à côté de tellement d'emmerdes en cascade. Et surtout, tout de suite, je me suis dit, OK, moi, j'ai cette chance-là, mais en fait, tous les jours, je lisais des témoignages de parents dans ce fameux groupe Facebook, tous les jours, et je me suis dit, mais... Et il y a certains parents qui disaient, mon fils ou ma fille est né négatif, je vous remercie beaucoup pour votre soutien, je vais quitter ce groupe. Et moi, je me suis dit, je peux pas faire ça. Je peux pas. Je me suis dit, là, il y a un scandale, il y a un vrai scandale sanitaire. Il y a plein de gens qui savent même pas de quoi je parle, parce que quand j'en avais parlé autour de moi à des copines, elles me regardaient en mode qu'est-ce que tu paniques pour rien, si nous on a eu 3 enfants, si le truc était grave, tu penses bien qu'on l'aurait su. Et j'ai bien vu qu'il y avait un problème d'information. Et je me suis dit non, s'il y a quelque chose à faire, c'est d'en parler. Et c'est pas parce que justement toi tu sortais de toutes ces préoccupations et de tout ce stress que pour autant il fallait abandonner. Ouais. Et je me suis dit non, là la vie me donne cette chance d'être passée à travers à travers de tout. Ouais. Il faut que je mette à profit ce moment-là pour informer et pour faire le maximum pour aider. Et alors ce jour-là, le ciel s'éclaircit, mais vraiment. Ce jour-là, je me dis, OK. Là, tu peux souffler. On va vivre normalement. C'est ça. Le CMV, ils en sont sortis. Maintenant, il faut qu'ils sortent des séquelles potentielles de la préma. Voilà. S'il doit y en avoir. Mais il n'était plus question, entre guillemets, que de prématurité. Il n'était plus question que de prématurité. Alors, je t'avouerai que même depuis... J'ai toujours envie de dire à ma pédiatre, on peut pas leur refaire un petit test auditif. J'ai hyper peur. J'essaye de faire du bruit autour d'eux pour savoir s'ils entendent bien, pour savoir s'il n'y a pas... J'ai demandé à ma pédiatre de récupérer à Necker les résultats, les tests qui avaient été faits. Et d'ailleurs, tout a été transmis. Et effectivement, ils ont bien été testés. C'est bien écrit négatif, etc. Mais j'ai toujours peur qu'il leur arrive quelque chose avec le CMV. Tu vois, j'en suis sortie sans en sortir, en fait. J'ai tellement été dans cette psychose-là, je pense, pendant 4-5 mois, que c'est très difficile de décrocher encore aujourd'hui. Ouais, parce que c'est traumatique. Ouais. Donc aujourd'hui, ils ont 6 mois et tout ce stress que tu as enduré. Tout ce stress est encore toute cette anticipation, cette projection sans trop te projeter. Enfin, t'as vécu des mois nerveusement ultra intenses. Une grossesse CMV, c'est éprouvant. C'est un truc. Et moi, j'en reste effectivement hyper impactée. Je pense que je les surveillerai jusqu'à l'âge de 5 ou 6 ans pour voir si tout est normal. Alors aujourd'hui, tout est normal, hyper normal en termes de développement, tu vois. Le poids, la courbe, le truc, les réactions. Mais parce que concrètement, malgré le résultat non, négatif... il n'y a plus de risque. Mais en tout cas, ce jour-là, je me suis dit, on a une chance plus qu'exceptionnelle, tu vois. Ouais. Je me suis dit, il ne peut plus rien nous arriver, tu vois. Oui, parce que tu étais tellement informée que tu savais exactement ce à quoi tu avais échappé, quoi. Tout ce à quoi tu avais échappé. C'est ça. Et alors, ils sont restés combien de temps hospitalisés, Et alors, tes garçons ? Ils sont restés, outre le salon d'agriculture que j'ai fini par faire, il y avait le Covid. C'est ça. Il y a eu le Covid. Et ils n'étaient pas sortis avant. Et non, parce que le Covid, on a commencé à comprendre en France début mars, en fait. Ouais. Et puis, on m'a dit, non, là, on peut transférer Tristan, on l'a redescendu en soins intensifs. Il est resté 1 jour en soins intensifs, il est descendu en néonat tout de suite.
D'accord. Et Aurel a suivi dans les 2 jours. Lui, il n'a même pas fait les soins intensifs. Il est reparti en néonat. Et là, donc, il s'était sorti de toutes ces histoires d'intubation, de sonde gastrique. Ils avaient encore la sonde. Oui, donc ils ont franchi les paliers. Ils avaient franchi les paliers, tout allait bien. C'est vite, ouais. Donc là, il fallait prendre une décision. Là, on commence à me dire, madame, faudrait les rapatrier à Dijon. Je dis, non, mais jamais de la vie, vous me les rapatriez pas. Donc je refusais. Et là, je leur dis, mais ils vont sortir quand ? Et là, un jour, il y a une infirmière qui me dit, on était, je crois, le 6 mars ou un truc comme ça, le 6 ou 7 mars. Elle me dit, non, mais ils vont sortir au terme, mais au terme réel. C'est-à-dire qu'ils vont sortir mi-avril, quoi. Donc, beaucoup plus tard que ce que toi, t'avais envisagé. Me dis, mi-avril, ça va pas le faire du tout. J'ai pas vu ma fille depuis presque 1 mois. J'ai pu pas rentrer chez moi. Je vis dans une espèce de valise que mon mec avait fait, donc qui n'était pas une valise, tu vois. Donc, bon. Donc, je laisse à Paris et je rentre à Dijon. Et je suis rentrée à Dijon, tout début mars, c'est ça, le 6 ou le 7, le jour où elle a dû me le dire. Et puis là, j'étais super contente de retrouver les deux grands, vois, de retrouver mon chez-moi. J'avais pas été depuis le mois de janvier quand même, enfin bref. Et puis là, le contexte sanitaire et médiatique étant ce qu'il était, j'avais super peur de remonter en TGV. Et puis ils insistaient pour les rapatrier. On disait non. Et puis la veille du confinement, en fait, ils m'ont pas laissé le choix, mais ils ont bien fait. Il y a une sage-femme qui m'appelle et qui me dit voilà, le professeur Magnier est passé voir vos enfants. Ils nécessitent plus d'être suivis, en tout cas dans un centre tel que le nôtre. Aujourd'hui, il faut qu'ils apprennent à manger. Donc l'ambulance part demain matin à 8h. Ah, et il était pour les rapatrier à Dijon. Pour les rapatrier à Dijon. Donc il était 18h et moi je lui dis mais madame, mais je peux. Elle me dit non, mais c'est comme ça. Donc j'ai pleuré au téléphone, j'ai tout fait. J'ai dit mais non, mais il faut pas me les ramener, je veux pas qu'ils rentrent. Enfin, je voulais pas qu'ils rentrent. Parce que tu flippais, je flippais que ça dégénère, quoi. Je flippais de la prise en charge. Je me suis dit, mais si tu n'avais confiance qu'en équerre. Ouais, c'est ça, c'est ça. L'hôpital privé m'appelle, me dit bon, on va voir vos enfants demain. Est-ce que vous voulez venir les voir et tout. Je dis moi je veux bien. J'ai juste un problème, c'est que mon mari a des symptômes qui peuvent être ceux du Covid. À l'époque, on n'était pas testé, machin. Il a le nez qui coulait, il a de la fièvre, il a machin. Je dis, je vous le dis, parce que je peux pas vous prendre en traître. Mais elle me dit, c'est simple, 14aine, quoi. Je dis, oh là là. Ils font 350 km en ambulance sans moi. Ils arrivent dans un nouvel établissement sans moi. Je peux même pas y aller à l'arrivée. Et je peux même pas y aller tout court. Mais en même temps, si tu veux, il y a cette conscience qui est la mienne de me dire, je connais trop le quotidien des professionnels de santé pour mettre en danger le service de néonat de l'hôpital si toutefois mon mari a vraiment le Covid, tu vois. Tu peux pas infecter. Enfin, c'est hyper dangereux pour les bébés, pour les nanas. C'est pas possible pour la prise en charge, etc. Ouais, bien sûr. Mais ça faisait combien de temps que tu les avais pas vus là ? Là, on était déjà. Moi, j'avais pas réussi à remonter, donc ça faisait peut-être bien. Une bonne semaine que moi je les avais pas vus. D'accord. Donc ça voulait dire que pendant 2 semaines en plus là, tu ne pouvais pas les voir. Je ne pouvais pas les voir. Mais bon, elles étaient adorables. Elles m'envoyaient des photos. Et puis là, je commençais à voir qu'ils prenaient leur bain. Donc je me dis, non, je rate trop de trucs, j'y vais. Donc là, on est le 31 mars, là. Parce que je suis retournée les voir c'est ça, le 31 mars. Non, mais t'as dû halluciner sur leur taille, leur poids. D'ailleurs, elle m'avait dit au téléphone, vous savez, on n'a que des vêtements Préma. On a autre chose en stock. Ah oui, il faut se renouveler, là. Faudrait peut-être ramener du 1 mois. Je dis, ah bon, déjà, mais tu vois, tu sais plus. Et à un moment donné, tu te dis, c'est pas les miens, quoi. Ah oui, c'est ça. Ouais. Et ça a duré combien de temps, du coup, cette deuxième hospitalisation ? On pensait qu'il pouvait sortir la première semaine d'avril. Ouais. Et en fait, Aurel faisait encore pas mal de ce qu'on appelle des bradycardies, c'est-à-dire le rythme cardiaque. Ouais. Et puis, il y avait des petits soucis encore un peu sur la respi. Donc, ils nous ont refusé la sortie la première semaine d'avril. Donc là, j'avais l'impression que ça allait durer. Je me suis dit, ça va jamais finir, quoi. Mais bon, j'étais toujours dans une dynamique de type, je préfère qu'ils restent avec vous s'il y a un problème, plutôt que de les faire sortir pour les faire sortir, quoi. Ouais. Et ils sont sortis le 9 avril, en fait. Où on est allé les chercher tous ensemble avec pas de voiture parce qu'on n'avait pas changé de voiture, donc c'était n'importe quoi. On a pris 2 cosy, mon mari était derrière, il était entre les 2 grands avec les 2 petits sur les genoux, n'importe quoi. Là, et c'était le moi qui chargement. conduisais, mais bon. Et là c'était top là. Là c'était top parce que on les a redescendus au berceau dans le hall d'entrée de la clinique et je me souviens des 2 accrochés au berceau pour voir la tête qu'ils avaient. Enfin voilà, on savait pas trop comment Gabrielle allait réagir parce que c'était la première fois là qu'elle les rencontrait. C'était la première fois, c'était compliqué. Il y avait quand même un duo, tu vois, même si tu lui avais dit dans le ventre de maman, il y a 2 bébés et tout, tu sais pas jusqu'où elle a compris, pas compris. Ouais. Puis bon, une fois qu'ils sont là, c'est pas la même chose non plus. Hein. Et en fait, ils ont repris leur vie naturellement, avec les 2 petits au milieu, avec qui ils jouent. C'est le truc, c'est fait hyper naturellement. Ah ouais.
Quand tu as ramené tes 2 petits là, à la maison... Quand tu ramènes les 4, il y a un moment donné où tu fais un arrêt sur image et tu te dis, OK. Ça y est, quoi. Ça y est, là, c'est réel. Ouais. Et ça commence. La vie à 6 commence, en fait. T'as tendance à dire la vie à 4 et puis non, tu fais non, de plus. Alors, vous avez commencé une nouvelle vie à 6. À 6. En confinement. Voilà. Hein, donc, toi, j'imagine que c'était pas mal parce que ça te forçait à rester chez toi. C'est ça. Hein Ça Madame la Madame bougeotte. Ouais, voilà. c'est ça. Non, je n'ai pas pu bouger. Étienne aussi était à la maison. Donc, finalement, c'était pas mal, j'imagine, pour vous d'être forcé d'être chez vous, là. C'était top de pouvoir découvrir cette vie-là en étant à la maison, tu vois. C'était top parce qu'on a compris... on a découvert les rythmes et puis même Gabrielle a pris un autre rythme, elle nous a fait des siestes de 4 à 5 heures tous les après-midi qu'elle a toujours pas bougé, donc là je l'ai même pas remise à la crèche parce que là mais c'est génial ça, Gabrielle. Elle dort déjà 12 heures par nuit, mais elle nous faisait 4 à 5 heures tous les après-midi, donc là elle continue, donc écoute, grosse dormeuse son truc, donc écoute, voilà. Okay. Et du coup chacun s'est réglé un peu sur son rythme et puis objectivement les petits commencent tout juste à faire leur nuit. D'accord. Et alors ils se ressemblent physiquement? Oui, beaucoup. C'est les mêmes? Ouais. Alors ils ont une petite différence quand même qui fait... Alors, c'est marrant, tout à l'heure, on me disait, on dirait qu'il y en a un qui est la version de l'autre en version régime. Tu vois, en version, j'ai fait 15 jours de régime soupe. Voilà à quoi je ressemble. Mais c'est parce que, Tristan a des grosses joues et puis Aurèle est un peu plus menu. Mais ils se ressemblent quand même, beaucoup. Et puis, c'est très drôle de les voir évoluer parce qu'en fait, tu vois qu'ils se regardent, tu vois qu'il y a des trucs... Tu commences à comprendre ce que c'est que tu vois... La gémellité. La gémellité, et que c'est un truc que tu as vraiment la chance d'observer. Enfin, c'est exceptionnel. Ah bah là, tu vas être dans un laboratoire d'observation. C'est déjà beaucoup ça, ouais. C'est de l'anthropologie, quoi. Là, tu vas... C'est ça. Tu vas te régaler. Bah, moi, je me lève tous les matins en me disant, j'ai tellement de chance qu'il faut que je m'en souvienne tous les matins. Quand on me parlait de ma grossesse quand j'étais enceinte et que les gens ne savaient pas ce qui m'arrivait et qui me disaient mais des jumeaux, tu as souvent des remarques de type mais là tu vas devoir arrêter de bosser, mais là tu vois avec ton rythme mais ça va pas le faire, mais là tu vas devoir enfin je sais pas pourquoi les gens projettent que tu vas pas y arriver. Si jamais ils naissent sans rien avoir, ça sera juste de la logistique. Parce que si aujourd'hui j'avais eu 2 enfants polyhandicapés jumeaux, si tu veux, ça aurait pas été la même. Ça aurait pas été la même, quoi. Bien sûr. Ça, je ne cesse de m'en souvenir et de me dire, j'ai l'obligation de parler de ce virus. Ça m'est pas tombé dessus pour rien. En tout cas, je m'en fais peut-être une obligation perso qui voilà. Grâce à ça, il y a une femme qui peut l'éviter. Franchement, je lui souhaite. Ah bah il y aura plus d'une femme là, normalement. Je sais que grâce à toi il y aura plus d'une femme. Mais si vraiment on peut inciter les femmes à aller se faire dépister, à demander, à insister encore une fois pour être dépistées, parce que on va vous dire que ça sert à rien, on va vous dire qu'on sait pas le guérir, on va vous dire qu'il faut pas vous stresser avec ça, parce que moi c'est les mots qu'on a employés avec moi. Mais c'est pas vrai. C'est le vrai sujet, c'est qu'il faut dépister ce truc parce que potentiellement c'est vraiment vraiment dangereux. Oui, surtout que le CMV, effectivement, si toutes les femmes étaient dépistées au même moment que la toxo, c'est-à-dire dès les premières, il faut se faire dépister. Enfin, moi, a posteriori, si c'était à refaire, je demanderais une prise de sang. Alors, j'ai rencontré des femmes, je le dis, j'ai rencontré des femmes après qui sont tombées face à des gynécos qui leur ont refusé l'ordonnance. Ah ouais. Donc allez chez votre généraliste, insistez quoi. Mais il faut y aller quoi. Et il faudrait en fait que limite le test de grossesse soit combiné avec un test de CMV. Et quand tu sais que tu veux procréer, tu peux aussi, pourquoi pas dans les 2-3 mois avant, te faire tester au CMV pour savoir notamment si tu as un enfant en bas âge à côté de toi, parce que le profil type en fait de la femme infectée, voilà, c'est ça. La femme CSP+. Ah ouais. Qui, du coup, rebosse et fait garder très tôt ses gamins, en général, en structure collective, en crèche. D'accord. Et c'est en crèche que le CMV circule le plus. Ouais. En fait, les structures collectives, moi, j'ai un médecin généraliste qui m'a dit les crèches sont bourrées de CMV. Bourré de CMV. C'est ça, parce que donc les petits-enfants peuvent être porteurs sans qu'ils n'aient aucun symptôme. Eux n'ont pas de symptômes évidemment. En général, ou peu, enfin c'est assez rare. Hein. Voilà. Et effectivement, c'est très contagieux. Voilà, donc un bisou baveux, finir l'assiette, lécher la petite cuillère, voilà. Essuyer des larmes, même changer la couche, faut faire super gaffe, faut vraiment se laver les mains derrière, etc. Enfin, tous ces gestes du quotidien, et il faut faire attention. L'idée n'est pas de dire
La maman ne le fait plus, il faut que le papa le fasse. C'est-à-dire que même si on veut aller au bout de la logique, il faudrait que le couple se protège pendant la grossesse. Parce que si c'est le papa qui s'occupe des enfants pour ne pas infecter la mère, il ne faut pas qu'il puisse l'infecter non plus. Bien sûr. Voilà. Donc, oui, comme c'est une maladie invisible, c'est vrai que c'est terrible. Enfin... C'est terrible. Et c'est entre guillemets 9 petits mois à surveiller, mais ça peut impacter tellement. Bien sûr. Alors aujourd'hui, il y a peu de prévention en réalité sur le sujet, puisqu'il y a un tabou chez pas mal de professionnels de santé qui n'en parlent même pas aux femmes qui veulent avoir un enfant. Moi, je suis hyper contente parce que ma gynéco a quand même affiché un truc dans mon gynéco et puis ma pédiatre ont affiché un truc dans leur cabinet. Grâce à toi. Ouais. Ouais, j'ai tellement fait de prosélytisme que je leur ai envoyé la moitié de la ville, ouais. Mais qui est arrivé en disant je voudrais un test du CMV en fait. Et du coup, aujourd'hui, on ne peut s'en sortir que par la prévention. Si on parle purement d'économie de la santé, il y aura jamais de budget débloqué sur ce truc-là, parce que le dépistage systématique coûterait trop cher. Mais en tout cas, chaque femme informée peut se faire dépister, peut se faire rembourser du dépistage. Parce que moi, j'ai été remboursée de tous mes dépistages de CMV. Enfin, une grossesse comme ça, on la souhaite à personne. Surtout qu'il ne s'agit effectivement que de multiplication de l'information et chaque esprit éclairé pourra transmettre non pas un virus mais une information. Et voilà. Et donc c'est pour ça que tu es là aujourd'hui. C'est pour ça et je te remercie de t'y intéresser. Je t'en prie, c'est évidemment indispensable et nécessaire. Ton témoignage est d'utilité publique, hein, Karen. Ton podcast aussi. Qu'on se le dise. Écoute, c'est chose faite. En tout cas... grâce à toi. Grâce à moi, en tout cas, grâce à toi qui m'a fait signe et puis qui s'est emparé de ce micro pour comme vecteur, d'information. Tu peux être sûr qu'il va arriver dans les bonnes oreilles, en tout cas ça je sais, dans ta cible. Dans ma cible, ouais. De prévention. Et écoute, je vous souhaite plein de bonheur à tous les 6. Merci. Tous les 6. Tous les 6. Non, ça y est, j'ai imprimé là. Cette famille nombreuse que tu n'espérais même pas, elle est bien là. Et ils sont en parfaite santé tous les 4. Donc, profite maintenant. Oui, exactement. Eh ben, merci beaucoup. Et merci encore, Karen. Merci. À bientôt. À bientôt. Voilà, c'est la fin de cet épisode qui, je l'espère, vous aura plu et qui, plutôt que de vous inquiéter, vous aura au contraire donné les ressources nécessaires pour être informé si cela devait vous arriver. Je remercie encore Karen de s'être emparée de ce sujet pour faire gagner du temps à toutes celles qui en auraient besoin. Nous, on se retrouve lundi prochain pour une nouvelle histoire de maternité. D'ici là, je vous embrasse, prenez soin de vous. Et puis, bien sûr, long live the bliss. I miss you. I know